On va commencer du coup ce bilan du séminaire éco-poétique de la métamorphose. Ça va être une séance en 3 temps. On voulait commencer en fait par un petit résumé de toutes les séances parce que on sait que certains de vous ont suivi très assidûment les séances, d'autres viennent pour la première fois, etc. Donc on voulait dire aussi nous ce que ça nous a apporté chaque séance et faire un peu un panorama des idées, différents éléments en fait que ça nous a apporté par rapport à ce qu'on cherchait, on va dire au début. Et puis ensuite ouvrir sur quelques éléments clés nous qui nous ont marqués pendant ce séminaire. Puis ensuite vous avez un exemplier devant vous. Et puis on va piocher un peu là-dedans pour faire des lectures pêle-mêle, voilà, d'éco-poétique, de la métamorphose, on va dire, en théâtre, en poésie. Regarder aussi un petit peu ce qui a pu se faire, par exemple, en film. Donc voilà, une séance un peu pêle-mêle pour terminer ce séminaire. Donc du coup, si ça vous va, on commence avec le résumé des séances. Oui. Tu as quelque chose à dire sur la première séance? Oui, la première séance, ce qui était une des choses qui était importante, on a brossé un panorama de l'éco-poétique en langue française, allemande et espagnole. Puis ensuite, on a fait une espèce d'histoire de la métamorphose en littérature de Homère jusqu'à nos jours. Ce que ces divers historiques et analyses par aire géographique nous ont permis de comprendre, c'est que déjà la métamorphose est omniprésente dans tout un tas d'aires culturelles et linguistiques. D'un point de vue théorique, aussi cela nous a permis de poser tout un tas de questions, notamment dans quelle mesure on peut comparer au point de vue de la métamorphose et de l'éco-poétique des littératures quand même assez hétérogènes, que ce soit au niveau du temps ou des questions qu'elles posent. Ce qui pose par exemple la question de l'anachronie, sur laquelle on reviendra un peu plus tard. Ça nous a permis aussi de voir comment l'éco-poétique, l'éco-critique, la zoopoétique, etc., leurs spécifiques propres. La zoopoétique se concentre plutôt, on va dire, sur la figure de l'animal en littérature, pour simplifier. L'éco-poétique aux interactions humain-animal, disons entre humains et non-humains au sein de la littérature. Et l'éco-critique, un peu pareil, mais dans une perspective peut-être un peu moins textuelle et plus comparatiste. Notamment, ou alors en Allemagne, ce qui s'appelle la Kulturwissenschaft, donc disons les études culturelles, les cultural studies aussi on dit dans le domaine anglophone. Et donc voilà, ça nous a permis de brosser ce panorama et de poser les questions théoriques. Par exemple, au point de vue de la métamorphose, on a posé tout un tas de questions. Est-ce que la métamorphose est bonne ou mauvaise, donc un enjeu axiologique? Est-ce qu'elle a une signification politique, sociale ou bien symbolique? Est-ce que c'est simplement d'une métaphore ou est-ce qu'il y a une métamorphose réelle? Est-ce que cette métamorphose implique une forme d'hybridation? Et dans quelle mesure cette hybridation se retrouve dans le texte par des hybridations de langage, de règnes qui peuvent communiquer et émerger au sein même de la phrase? Bref, tout un tas de questions qui nous ont intéressés durant toutes les séances d'une manière variable. Je fais la deux, tu fais la deux. Ouais. Du coup, la deuxième séance, c'était un arpentage de Baptiste Morisot. Donc c'était une séance qui nous a permis de bien discuter aussi. On a vu qu'on a vraiment avancé dans la séance sur notre réflexion sur Morisot. Ce qu'on en a retenu, c'est la réflexion sur le temps mythique qui lui aborde en fait comme une manière de placer les métamorphoses hors du temps et de montrer en fait qu'à chaque fois qu'il y a des périodes de crise, on revient par les contes, aussi par des contes étiologiques qui cherchent à expliquer, justifier, on va dire, le sens cosmologique. On revient en temps mythique pour expliquer en fait ces temps de crise. Et on peut dire aussi que ça nous a fait réfléchir, puisque c'est un philosophe, à comment la philosophie pouvait réfléchir sur ce point, en émettant aussi l'hypothèse que finalement Morisot rejetait la littérature, mais en tout cas lui disait ne pas se servir de la littérature, mais en fait faisait de la littérature aussi dans la philosophie.
Je ne sais pas si vous voulez le reformuler. Non, c'est bien dit. Oui, c'est totalement ça, je crois. Et tu voulais aussi parler, je pense, de la notion d'interaction. Oui, c'est ça aussi. L'autre notion, en plus de celle du temps mythique, qui nous a semblé intéressante telle qu'elle est développée dans l'œuvre de Morisot, c'est bien celle d'interaction, encore une fois humaine-animale, ou du moins entre non-humains et humains, dans la mesure où cela nous permet de penser donc encore mieux l'éco-poétique à l'aune d'une littérature de l'interaction, on peut dire, tout en intégrant les problématiques environnementales. Donc quel type d'interaction humaine-animale peut-il y avoir dans un monde troublé par ce temps mythique tel qu'il est en train d'advenir aujourd'hui, et comment la littérature précisément reflète ces nouvelles modalités d'interaction, ou bien les anticipe, ou du moins les questionne. Enfin, ouais. Et c'est aussi ce qu'on a vu ensuite dans la séance suivante qui était consacrée aux insectes dans la littérature, pour laquelle on a reçu professeur Alain Montandon, qui est spécialiste de sociopoétique et qui justement sur lequel il y avait des débats sur en fait la question de la littérature, si elle peut être éco-poétique ou si elle est nécessairement sociopoétique, c'est-à-dire qu'elle ne peut parler que des représentation culturelle des interactions sociales, et qu'en fait, même si elle parle de la nature, elle ne fait que l'anthropomorphiser et d'une certaine manière parler du monde social par ces métamorphoses-là. On a suivi tout un itinéraire assez complet de la présence des insectes en littérature pour en fait faire une sorte de typologie, qu'elle soit la métamorphose décrite qui est inhérente à l'insecte, à son développement, à sa vie, ou la métamorphose entre l'humain et l'insecte, ou la métamorphose de l'humain en insecte ou de l'insecte en humain à l'échelle de la société, pour figurer la société dans un monde d'insectes anthropomorphes où les différentes dynamiques sociales ou d'art ou conflits sont représentés par la transposition entre telle classe sociale et telles espèces, notamment dans certains textes de littérature russe. Et on posait donc cette tension dans la métamorphose en rapport avec l'insecte, c'est-à-dire la métamorphose comme rapport à l'altérité, l'insecte comme autre radical, mais en même temps qui ne fait que parler de l'homme par ce processus d'anthropomorphisation qui était relativement paradoxal, et où on voyait peut-être les limites de l'approche éco-poétique qui, pour autant, était particulièrement pertinente sur certains textes, notamment, enfin c'est ce que tu pensais de l'approche. C'est ça. Enfin, on est sorti du texte aussi un peu. Oui, on est sorti du texte par un certain nombre de travail artistique, plastique, qui représentait l'insecte par différents médiums et matériaux. Et puis on en est venu à la 4e séance sur Damasio, pour laquelle on a reçu Marie-Amélie Goulet, qui nous a parlé des Furtifs d'Alain Damasio, où on observait la métamorphose comme ce qui reste vivant et inassignable à l'ère de la dictature numérique. Pour étudier le roman, Marie-Amélie a proposé une remontée à l'assise philosophique du genre de la science-fiction en rapport avec la métamorphose et à la transformation du monde comme fondamentale, questionnant aussi la question du regard du métamorphosé ou de celui qui constate, celui ou celle qui constate la métamorphose. Peut-être que tu voulais parler de ce point-là, ou on peut passer à la séance suivante. Le regard, non, c'était important, mais je pense que tu l'as bien dit, et aussi avec ce retournement, on va dire, de la méduse, enfin, on va dire, là, c'était pas le regard du monstre, on va dire, qui pétrifie, mais plutôt le regard humain qui pétrifie les furtifs en les capturant. Du coup, la 5e séance, c'était Nathalie Coble. Oui, et justement, il me semble qu'un des points essentiels qu'elle a pu aborder, c'est bien la question du regard aussi. Mais notre forme de regard, c'est le regard. En fait, ce qu'elle disait, c'est que si on essaie de se poser la question de l'éco-poétique, d'une éco-poétique des métamorphoses dans les textes médiévaux, on a une double altérité, un double écran qui nous apparaît, un double écran d'altérité. Le premier écran, c'est déjà notre écran à nous
lecteurs contemporains pour penser les textes écrits il y a 8 siècles, ou 9 siècles, dans des langues différentes, qu'on peut apprendre, mais qui restent des langues mortes. Et la question donc de tous les codes sociaux, politiques, symboliques, religieux, métaphysiques, etc., qui sont engagés par les représentations animales. Donc ça, c'est le premier écran. Et le deuxième écran, ensuite, c'est l'écran lui-même qui était celui des médiévaux, entre leur rapport à l'altérité animale. Donc, ce qui nous met dans une espèce de double altérité assez problématique, mais néanmoins, ça ne rend pas la lecture écopoétique impossible, notamment quant aux métamorphoses, puisque la littérature médiévale est parcourue de métamorphoses, mais de métamorphoses qui ont plusieurs natures. On a des métamorphoses évidemment linguistiques, textuelles, etc. Mais on a aussi de très nombreuses métamorphoses animales, humaines, etc. Mais qui, comme elle l'insistait, sont extrêmement rarement décrites comme telles. Puisque c'est comme si, là, il y avait un troisième écran qui apparaissait pour notre écopoétique des métamorphoses médiévales, à savoir celui du christianisme, qui refuse la représentation de la métamorphose. Comme si la métamorphose venait trop remettre en question l'ordre du monde, organisé par Dieu. Et donc, mais pourtant, il y a des métamorphoses qui viennent pour la plupart soit des métamorphoses antiques. Il y a énormément de réécriture et d'adaptation d'Ovide, l'Ovide moralisé notamment, qui a eu un succès énormissime, ou alors de la matière dite bretonne ou celte. On pense ici aux différents romans chrétiens de Troie, mais aussi à tout un tas de légendes et de laits, les laits de Marie de France notamment, où se trouvent de nombreuses métamorphoses. On nous a parlé de métamorphoses en oiseau, en loup-garou notamment. Et en licorne. Et en licorne, puisque c'est aussi son travail. Et ça pose aussi une autre question qui aussi s'est retrouvée à d'autres moments dans nos problématiques, qui est celle du merveilleux, puisque il est souvent difficile de savoir dans quelle mesure les médiévaux, quand ils lisaient ces textes-là, ils y croyaient ou non. Ça rejoint des questions assez anciennes en histoire. Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes, notamment. Et donc il y a la question aussi de la suspension de crédulité et du rapport qu'on peut avoir à ces textes dans une analyse merveilleuse ou non. Par exemple, la plupart des médiévaux étaient convaincus que les licornes existaient. Et même ils voyaient des cornes, qui étaient des cornes de... Mince, j'ai oublié le nom. Narval. De Narval, c'est ça. Et en pensant que c'était effectivement des cornes de licorne. Il y avait des chasses à la licorne qui étaient organisées. Vraiment, il y avait une croyance dans l'existence des licornes. Et en même temps, elles étaient mises au même niveau que d'autres animaux qui étaient, eux-mêmes conçus comme n'existant pas. Ils savaient très bien qu'ils n'existaient pas. Donc il y a une espèce de superposition de niveau de réalité dans les imaginaires et dans la vie quotidienne aussi, puisque ces animaux se retrouvent sur les blasons et donc ont aussi une portée symbolique, politique, sociale, etc. dans l'héraldique, et qui nous invite, qui crée un vertige pour notre question, une espèce de trou face auquel on ne sait que dire, mais en même temps une richesse, une profusion extraordinaire de thèmes et de choses à creuser. Donc du coup, l'avant-dernière séance par rapport à nous, la 6e séance, c'était sur le nahualisme. Donc on est parti au Guatemala et au Mexique avec Ulysse qui a présenté l'œuvre de Miguel Ángel Asturias, principalement Hombres de Maíz, et moi qui a présenté de la poésie contemporaine en nahuatl. Et ça nous a permis de voir un autre type de métamorphose, une métamorphose plus individuelle, avec une question aussi sur le déguisement, sur la réaction combative, on va dire, que ce soit aux catastrophes ou différents types d'oppression qui s'accumulent, en fait, oppression sur les corps autochtones par exemple. De voir la question de la traduction aussi, dans le cas du nahuatl, les intertextes qui peuvent se créer entre nahualis, doppelganger, autres types de métamorphoses. On a vu aussi un petit peu rapidement, on n'a pas trop parlé d'écoféminisme dans le séminaire, mais on a vu quand même avec Araceli Patlani comment les questions de genre pouvaient s'intégrer aux questions d'écopoétique dans la métamorphose. Je ne sais pas si tu veux rajouter un mot. Non, je pense que c'est tout à fait ça. Du coup,
pour ceux qui sont pas présents, le nahuatl, c'est une langue autochtone du Mexique. Et le nahualisme, c'est le fait d'avoir un animal totem ou compagnon. Du coup, totem, c'est un oui, terme c'est pour aller vite, ouais. mais c'est pas Un vraiment double totem, animal. un double animal qui protège ou qui s'impose, qui vient gouverner l'existence de tel ou tel individu et qui vient se manifester et qui prend un sens particulier et très puissant sur un certain nombre de plans, dont le plan littéraire, narratif et poétique, à une ère de dégradation environnementale qui affecte les cultures et les milieux. Et puis ensuite, on a retrouvé cette poésie-là dans la poésie d'ex-RDA pour la séance dernière. Oui, c'est ça, la dernière séance avant celle-ci. Nous avons vu trois auteurs, autrices de RDA, 2 poètes et une poétesse, qui nous ont permis de saisir comment, déjà, on rappelle la RDA, donc ex-Allemagne de l'Est, qui était le pays le plus pollué d'Europe dans les années 70-80. Et donc ça nous a permis de comprendre comment cette pollution a affecté la littérature même et la poésie même des auteurs, qui en étaient extrêmement conscients dès les années 50, comme je l'avais rappelé, dès les années 50-60 en fait, toutes les strates de la société est-allemande étaient conscientes des problèmes de pollution. Et donc comment cette conscience-là peut se transcrire à des degrés très différents, de l'échelle microscopique à l'échelle macroscopique, dans des métamorphoses qui peuvent être donc des métamorphoses qui se jouent au niveau moléculaire, au niveau atomique, dans certains poèmes, dans d'autres poèmes au niveau d'un individu qui se métamorphose, dans d'autres c'est une ville entière qui se métamorphose, dans d'autres c'est la planète qui se métamorphose, dans d'autres c'est même l'univers ou presque la galaxie. Donc vraiment avec cette espèce de... Enfin, ces différentes échelles de la métamorphose qui nous ont donc ouvert aussi qui ont dézoomé un peu la plupart des autres textes que nous avions vus, qui étaient globalement des métamorphoses individuelles. Même s'il pouvait y avoir des métamorphoses collectives, ça restait un collectif pris comme une addition de plusieurs individus qui se métamorphosent. Et donc voilà, ça nous a permis d'enrichir aussi sur la question de la métamorphose notre perspective écopoétique. Moi j'ai une question. Oui. Tu as repris du coup lui sur le Nahuatl, c'est pas un totem. Et du coup, dans quelle mesure C'est parce qu'en fait, le terme de totem, il s'applique pas forcément à cette aire géographique. Et en plus, le totem, justement, c'est plutôt un animal associé à un groupe, plutôt qu'un individu. Donc tu vois, ça peut être une communauté qui se retrouve comme nous, comme dans la chrétienté, il peut y avoir des patrons, tu vois, qui se retrouvent dans ce truc, alors que le Nahual, c'est vraiment à une échelle individuelle. Ton Nahual est secret, tu ne vas pas le révéler, il est donné à la naissance. Donc voilà, c'était pour pas... non, super intéressant. Ouais. Mais du coup, il a une forme, le Nahual ou, réécoute la séance Nahual. Non, mais si, en vrai, il a une forme... soit il s'incarne en fait, notamment en rêve, plutôt dans des cadres nocturnes, en dehors du corps de l'humain auquel il est associé. Puis il y a aussi des Nahual sorciers, on va dire. Donc là, le Nahual, ça désigne plutôt le sorcier que l'animal, qui eux-mêmes se transforment. Très bien. Après, il y a une grande variété. Merci m'avoir repris, puisque ça varie énormément. Et dans les poèmes que tu avais sélectionnés, autant que dans le roman, le traitement qui en a été fait, ça finissait quand même par une sorte d'identification qui pouvait aller jusqu'à une métamorphose littérale, même si ça passait sur un plan métaphorique littéraire, de l'humain en son Nahual. Et on a parlé un peu de performativité aussi, parce que du coup, par l'écrit, voire par l'invocation, on va dire, certaines fois dans la poésie, on a cette transformation progressive. De toute façon, on rappelle aussi que du coup, tous les exempliers sont disponibles en commentaire des vidéos qui sont sur YouTube. Donc du coup, les séances sont disponibles et les exempliers aussi. Et peut-être sur la question du christianisme, on avait parlé
c'était Nathalie Nicole qui avait parlé de l'Homo Fantasticus, c'est ça, dans l'œuvre de Saint-Augustin. Et ça, je pensais à toi que ça devait intéresser, ou qui a peut-être lu directement dans le texte Saint-Augustin pour la question de l'Homo Fantasticus. Je sais pas si... Alors non. Complètement, non, je dois dire, enfin, je confesse mon ignorance. Boum. Diversion. Personne. Non, mais je dois dire en fait, c'est dans quel, parce qu'il y a. C'est dans la Cité de Dieu. C'est vaste. Oui, c'est dans la Cité de Dieu, il me semble. Les confessions, c'est à peu près, enfin, tout ce que j'ai modestement à mon actif, et encore je connais pas jusqu'au bout. Donc, mais voilà, enfin, mais je serais très intéressant d'avoir des détails là-dessus. C'est dans la Cité de Dieu. Ah, ok. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on passe à un peu nos points essentiels ou est-ce qu'on fait en même temps la lecture du texte? Enfin, vous voulez. En même temps. Ouais, bah, je peux lire. Du coup, moi je pense que ce qui m'a le plus marqué dans le séminaire, c'était vraiment de voir comment l'inhumain pouvait caractériser l'humain. C'est-à-dire, en fait, on a l'exemple avec les Nawal, mais en fait, ça s'est vérifié, on va dire, dans différentes séances. Comment, parfois de manière anthropocentrique, parfois non, mais le non-humain pouvait déterminer en partie l'humain. On va le voir aussi avec d'autres textes aujourd'hui. Et aussi le fait que ça faisait le pont en fait entre différents types d'êtres, que ce soit des divinités, des animaux qui eux-mêmes se transformaient en d'autres animaux, des humains qui se transformaient en autres animaux. Enfin, en fait, la métamorphose était, on a vu un thème, mais aussi un outil qui s'activait en fait de manière transversale pour différents types d'êtres. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé très intéressant et qu'on retrouvait donc malgré la grande différence de tous nos textes, que ce soit d'une manière chronologique ou géographique. Et la question aussi de la fragilité et la force, de voir que des fois il y avait des métamorphoses subies, douloureuses, mais qui en fait permettaient tout de même de répondre à une certaine violence et du coup venaient, on va dire, derrière soutenir la personne métamorphosée. Et donc du coup cette question aussi très humaine, on va dire, de fragilité, force. Oui, et sur la question de la transversalité, c'est vraiment aussi ce qui m'a frappé. Comment le thème est, en fait, qui s'est imposé à nous aussi d'un point de vue méthodologique et qui, pour former une espèce de prisme, le thème de la métamorphose qui devient donc le prisme de la métamorphose, qui est en fait une espèce de magnifique mixeur comparatif qui permet de mélanger plein de textes, plein de périodes et d'interroger simultanément le contenu de ces textes-là qui s'intègrent dans des traditions établies dans différentes littératures, dans différentes langues, qui remontent à Ovide ou à d'autres origines, comme on a vu avec Asturias et le Popol Vuh, le texte sacré des Mayas. Du coup, ces traditions de récits des métamorphoses, ces métamorphoses qui sont racontées dans les textes, et ensuite la question de la dégradation des milieux, c'est-à-dire la métamorphose sur son versant négatif de changement climatique et de crise de la biodiversité du vivant, et que tout cela, en fait, se jouait dans la métamorphose des formes, dans la transformation des formes littéraires, les différentes formes littéraires qu'on regroupe sous le nom de littérature, mais aussi l'évolution historique et au sein de chacune des pratiques des auteurs, de la forme littéraire elle-même qui se métamorphose, qui s'enfle ou qui se tord, qui a recours à l'ellipse ou bien à toute forme où la métamorphose s'impose comme un défi d'inventivité pour les auteurs et autrices qu'on a étudiés, et comment cette métamorphose est donc en fait une formidable machine à comparer et à faire de la littérature comparée. Je pense que c'est ça qui m'a le plus frappé. C'est encore autre chose qui m'a marqué
en faisant ce séminaire, en assistant aux séances, c'est quelque chose qui a un peu fait rire mes camarades quand je leur en ai parlé, c'est le fait que c'est comme si ça m'avait ajouté comme si j'avais sur mes lunettes, une espèce de grille éco-poétique dès que j'ai un rapport un rapport textuel aux choses. Et c'est pas que en littérature, c'est même je me retrouvais à lire des bouquins de phénoménologie, parce que bon, je fais du philo par ailleurs, et à me dire, mince, ça peut avoir une incidence en éco-poétique, ce texte de Husserl, ou des choses comme ça, et parfois, bon, c'est trop, c'est exagéré, ça n'a pas lieu d'être, mais souvent je trouve que ça ouvre une perspective, une richesse conceptuelle, une fécondité, ça fait faire des liens qui sont neufs, enfin qui me sont en tout cas neufs, et qui, à ce titre, ont une richesse proprement, je crois, on peut dire le mot, métamorphique aussi, dans notre rapport, dans le rapport que moi j'ai eu en tout cas à la lecture au sens large. Et voilà, j'avais déjà un peu comment dire, cette, pas ce biais, cette fibre. Ouais, cette fibre. Mais là, elle a été vraiment, alors systématisée, le mot serait trop fort, mais cadrée. Radicalisée, voilà, c'est le mot que j'avais employé qui vous avait fait rire. Radicalisation de la lecture éco-poétique. Voilà. On commence les textes ? Oui, on peut passer au texte. Est-ce que vous avez peut-être des questions avant, Marc? Ça va venir avec les textes. Oui, c'est ça. Bon, du coup, là, ça va être une partie plus collective, collaborative. J'ai envie de commencer avec un poème de Gabrielle Filto-Shiba. Je ne sais pas si vous la connaissez, pas du tout. C'est une poète québécoise qui a écrit en fait sur une expérience personnelle. Elle est née, elle a vécu à Montréal et puis elle a décidé en fait de devenir pendant un temps ermite dans une forêt au Kamouraska. Et de ça, elle a écrit une trilogie en fait de romans, nouvelles. Le premier c'est Encabané en 2018, Sauvagine en 2019 et Bivouac en 2021. Et les poèmes viennent après. Donc du coup, La forêt barbelée a été publiée en 2022 au Québec et il y a une publication qui a été faite au Castor Astral en 2024. Et je vous propose du coup d'écouter la lecture qu'elle en fait elle-même, donc de La Louve solitaire, et puis Louve solitaire, et on en parlera ensuite. Louve solitaire. J'asserre mes idées, chiffonne des journaux. Les froids d'hiver sans pardon m'ont endurci les savoir-faire. Je ne fige plus, je fais face. Les coyotes du soir chantent de plus belle. Pour la première fois, ils me séduisent. J'ai envie de t'entourer d'eux. J'en viendrai, là c'est clair, à aimer la pénombre, à préférer au jour mes nuits de veille. Raconter le ruisseau gelé, la soif du lac à brevoir, ce quelque part où enfin étancher toutes les bêtes en moi. Je sais pas que vous avez entendu malgré le son. En tout cas, sachez que sur YouTube, vous pouvez retrouver beaucoup de lectures de ces poèmes. Et ça donne vraiment une autre perception de l'écouter lire. Alors pourquoi j'ai choisi ce poème qui peut-être n'a pas de métamorphose qui saute aux yeux c'est toujours par rapport à cette question d'humanité, sur aussi son expérience. Je trouvais ça, je vous dis un peu mon ressenti, après on discute en fonction de ce que ça vous évoque. Mais je l'ai choisi parce que je trouve assez beau comment en fait elle explique que se retirer du monde lui permet d'entrer dans le monde. Et donc de la même façon, comment sortir de l'humanité lui permet de rentrer dans l'humanité, parce qu'il y a cette première partie, on va dire, où il y a quelque chose de très humain, où elle est vraiment dans ses écrits, dans ses idées, et cette fin avec toutes les bêtes en moi, mais qui ne semble pas du tout s'exclure, en fait, qui fonctionnent vraiment ensemble. On a la question du regard aussi et du mouvement avec je ne fige plus, je fais face. Et on a cette louve solitaire qui est dans le titre, mais qui en fait dans le poème
pousse au collectif plutôt qu'à la solitude. Donc voilà, plein de pistes comme ça qui ont fait que j'avais envie de vous partager ce texte. Au-delà du fait qu'aussi elle est souvent catégorisée, on va dire, comme aussi poète, enfin écrivaine écoféministe, mais là ça se voit pas forcément dans ses poèmes. Elle dit qu'elle s'en revendique pas, mais qu'elle refuse pas le terme. Voilà. Donc l'écoféminisme, me rappelle, en fait, c'est mettre sur le même plan, de reconnaître que les oppressions sur les corps des femmes et sur les corps animaux et non humains se répondent, se correspondent, en fait, fonctionnent ensemble. Et voilà, je sais pas ce que ça vous évoque, ces textes. Est-ce que vous avez l'impression qu'on voit la métamorphose dedans, ou est-ce que si vous l'aviez peut-être juste lu comme ça, vous n'auriez pas forcément le sentiment que c'est quelque chose qui répond, on va dire, Ouais, il y a un petit truc qui m'interpelle, c'est les coyotes. Parce qu'elle est au Canada, du coup. Ouais. J'aurais pas pensé qu'il y avait les coyotes. Les coyotes, ça m'évoque plus. Bon, alors je ne connais pas trop, mais le Nevada, j'en sais rien. Et est-ce que c'est le grand froid? Je savais pas qu'il y avait des coyotes là-bas. Alors, j'ai pas vérifié s'il y en avait, mais je sais que dans une interview qu'elle a fait à France Culture, je me suis fait la même réflexion, mais je suis pas allée chercher. Ce qui se passe, c'est l'espèce du coyote, à ma connaissance, quand j'avais fait des recherches à la fois sur les coyotes dans l'Asturias et la question aussi des coy wolves, qui est du coup une espèce hybride entre coyote et loup, qui du coup est devenue une espèce à part entière d'une certaine manière par une généalogie assez intéressante qu'on a reconstituée à la deuxième séance. L'espèce du coyote, elle est vraiment présente sur tout le continent nord-américain, même si en fait, elle s'adapte énormément aux différents milieux. Et je crois qu'elle est bien présente jusque dans le nord du continent. Il faudrait vérifier, mais c'est pas. Enfin, on associe le coyote à quelque chose de désertique ou d'Amérique centrale, ou comme tu as dit, le Nevada. Mais oui, c'est ça, c'est un peu la représentation du coyote, mais qui est plus hybride que ça. Je pense que les espèces de coyotes dont il part, c'est au nord-est des États-Unis, enfin nord-est, centre des États-Unis. Du coup, ça ne m'étonnerait pas qu'il soit bien présent au Québec. Ouais, ok, ouais. Mais c'est clair que le lien entre louve solitaire et les coyotes du soir. Ouais, c'est pas exactement la même chose. Enfin, c'est marrant parce que j'ai l'impression que le coyote, c'est quand même un truc un peu plus hybride, transitoire. En fait, toujours. Le loup, c'est un peu la figure du sauvage, j'imagine. L'imaginaire du loup est beaucoup même que l'imaginaire du coyote. Parce que le loup solitaire, c'est sûr, ça. Juste le titre, en fait, il y a ça convoque tout un imaginaire très. Je sais pas comment dire, mais très puissant. Ouais. Coyote solitaire, ça t'aurait pas parlé? Moi, je pense. Loup solitaire, on se projette tout de suite dans cette idée, en effet, de. Comment dire? Ouais, du froid. Enfin bon, il y a solitaire, donc je veux dire la solitude, c'est bête, mais. Je sais pas, le clair de lune, ce genre de choses, quoi. L'image du lac gelé, en fait, là c'est le ruisseau gelé, mais la soif du lac à pleuvoir, tout de suite c'est des images qu'en effet j'associe au loup. Et donc, par extension à la louve, mais. Mais avec coyote, le féminin n'aurait pas pu être marqué, par exemple. Je pense que ça doit jouer. Ouais. Je pense que la question. Ce qui me frappe, c'est justement la question de la séduction et donc de la sensualité là-dedans. Enfin, ils me séduisent et j'ai envie d'être entouré d'eux. Pour moi, il y a quelque chose de quand même très marqué. Et donc, cette question de marquer le genre, on va dire, du jeu poétique dans le titre, je pense que ça joue aussi. Peut-être. Moi, je sais pas si Enfin, peut-être qu'il y a ce sous-texte. Après, peut-être qu'il y a aussi ce côté, justement, coyote d'habitude plutôt malfaisant, et là, plutôt du côté du positif. Je l'avais dit rapidement aussi sur la séance nahualisme. Là, c'est pas du tout le même imaginaire, elle a pas ça en tête, mais c'est super aussi de voir tous les imaginaires que peuvent convoquer juste des noms animaux comme ça, mais le coyote en nahuatl, pour le coup, c'est plutôt les étrangers, les autres. Donc voilà, il ne faut pas appliquer cet autre sens ici, mais j'ai l'impression quand même que les coyotes, c'est un univers plus malfaisant et moins apprécié, moins valorisé que les coyotes. Donc il y a un peu, je pense, ce côté-là aussi, sans forcément partir du côté de la sensualité. Et sur la forme, ce qui me frappe, c'est la simplicité de cette poésie.
il y a, souvent, on a un peu les deux extrêmes entre une opération, enfin, dire la métamorphose ou le rapport interspécifique entre humain et animal par le dépouillement, d'une certaine manière, juste le fait de nommer les choses, et l'accumulation de figures, l'hyper-détail ou au contraire l'hyper-généralisation, et enfin, très souvent en littérature, c'est le moins d'effets qui a le plus d'effets, et ici, où simplement nommer et construire une image simple, ne serait-ce qu'au niveau des mots employés, et En fait, l'acte de nommer, c'est assez elle puissant. revendique beaucoup le fait de mettre en avant le français du Québec. Mhm. Elle a travaillé aussi en fait à rendre elle dit le patois, mais le patois du Kamouraska. Donc ouais, elle n'a pas du tout envie d'aller chercher quelque chose de... Rechercher. Bah si, enfin c'est un travail, mais Oui, pas oui. pédant quoi. Mhm. Absolument. On peut toujours y revenir, de toute façon, Ouais, on non, peut passer au deuxième mais texte. c'est juste moi, le truc, l'articulation, ce que je vais te demander, c'est en fait la question, dont tu as très bien parlé, de l'aération et de l'introspection, entre le premier et le dernier vers, j'aère mes idées, et puis ce quelque part où enfin étancher toutes les bêtes en moi, et la question au cœur de ce lieu entre le gel et le lac Abreuvoir. Comment est-ce que tu le lis? Entre raconter le ruisseau gelé, la soif du lac Abreuvoir, comme ça, sans connexion, comme si ça se suivait d'un vers à l'autre. Tu veux dire comment je vois l'incohérence ou... Oui, ou cette dualité. Bah, je pense que... Enfin, j'ai pas vraiment des réponses, mais moi je le vois vraiment un peu comme un flux de pensée aussi très relatif à ce que... Je crois qu'elle a écrit ses poèmes quand elle était encore dans sa cabane, mais en fait aussi le fait que un peu de folie quoi. Ouais. Et je pense qu'il y a plein d'images qui se répondent sans forcément s'exclure un peu. Enfin, je sais pas si on peut partir dans le domaine de l'onirique, mais un peu, au final, il n'y a pas forcément d'incohérence à imaginer ce ruisseau gelé, puis ensuite. Ouais, non, non, c'est c'est pas de une réflexion l'incohérence, générale. c'est plutôt. Ouais, non, Est-ce que c'est sur le même plan Le poème invite à l'onirique puisqu'elle dit qu'elle en vient à aimer la pénombre et à préférer au jour les nuits de veille. justement. Les nuits de veille, ça rappelle justement un peu ces questions de... Moi, ça m'a rappelé, alors je ne sais pas si elle l'a lu, mais bon, si elle est catégorisée comme écoféministe, c'est possible que ça résonne. Ça me fait penser à la poétesse, c'est une marotte un peu chez moi, à Renée Vivien, je ne sais pas si vous connaissez, qu'on appelait aussi Sappho 1900, poétesse lesbienne qui a publié entre 1900 et 1909, si mes souvenirs sont bons, 7-8 recueils à peu près, et qui elle a écrit énormément de poèmes sur justement la tombée, la transition entre le soir et la nuit, et comment elle dit qu'elle préfère que c'est vraiment, elle préfère les tons gris ou les tons de transition, tout ce qui est comment dire entre deux, aux tons éclatants, puissants du jour. Mais en même temps, elle ne veut pas non plus la nuit complète, le noir complet, ça ne lui parle pas. Elle veut rester dans cet entre-deux qu'elle trouve intéressant, qui est aussi l'entre-deux de la vie qu'elle mène à la fois. Bon, c'était une immense bourgeoise, donc elle n'avait aucun problème d'argent, mais elle était quand même exclue de nombreux cercles sociaux, etc., du fait de son lesbianisme, et qu'elle revendiquait. Et donc comment, moi ça me fait penser à ça, même si je suis pas certain que ce soit une intertextualité directe, mais en tout cas ça me fait penser à ça. Et puis, bon après je suis pas tout ouvert, mais c'est vrai que raconter le ruisseau gelé, ça c'est tout une sorte de programme, je pense, des nature writing, de
Enfin, c'est une sorte d'impossibilité aussi de le raconter, j'imagine. Comment dire, la temporalité ralentie, il se passe rien. Enfin, en tout cas, moi il se passe pas grand chose, quoi. Une sorte de, j'imagine, le moins qui se passe, c'est des craquements de la glace. Voilà, c'est une temporalité très très lente. Là, je pense qu'il y a tout le défi. Voilà. Et qui se dit d'ailleurs peut-être seulement par la poésie, ou je sais pas. Il y a une idée plus poétique en tout cas, raconter le ruisseau gelé que proprement narratif. Enfin, c'est une histoire, quoi. Voilà. Alors, Ce texte, il fait vraiment penser, je ne sais pas si vous avez lu en janvier, il y a un bouquin de Lune Villemin qui s'appelle Border la bête. Et c'est vraiment tout à fait, on retrouve dans la façon de présenter, ça se passe d'abord aussi au Québec. Il y a aussi les coyotes, on retrouve aussi les coyotes, la nature, la forêt, la rivière qui s'appelle Babine, qui se transforme d'ailleurs, qui vit vraiment. Et dans le livre de Lune Villemin, il y a tout un travail sur l'écriture. L'écriture, comme tu disais tout à l'heure, se métamorphose aussi. C'est vraiment très très intéressant et on retrouve vraiment toute l'atmosphère. Là, en poésie, ça pourrait être le résumé du livre. C'est que je ne connaissais pas du tout Gabriel Filtoshiba, donc c'est vraiment très intéressant. On retrouve vraiment l'atmosphère de ce livre et aussi, on pourrait dire la fin, c'est la fin des trois héros, c'est tout à fait ça. Ils se retrouvent un peu, ils s'ouvrent au monde. Voilà. Donc, Border la bête de Lune Villemin. J'en ai entendu parler, je l'ai vu. Ah, c'est très très beau. Et c'est vraiment c'est plutôt de la nature writing. Enfin, voilà, mais on retrouve aussi dans des métamorphoses et aussi de l'éco-poétique et justement la description de la rivière, du ruisseau gelé, de la vie, comment le ruisseau vit et les lacs aussi. D'ailleurs, je crois qu'il s'appelle aussi comment s'appelle la Camargue, parce qu'il y a les noms de lacs aussi qui sont très très intéressants. On retrouve donc la Babine qui est la rivière qui vit comme ça, qui gèle, qui vit, qui bouge, qui est figée, qui n'est plus figée à un moment. Enfin, on retrouve vraiment, c'est très intéressant. Et les coyotes. Les coyotes aussi. Non, mais c'est très très drôle, ça m'a fait sourire parce que je voulais amener, mais j'ai pas eu le temps de choisir un passage de ce livre pour en parler. Et c'est vraiment toute l'ambiance. Ça tombe bien. Au moins, on n'a pas forcément le passage, mais on a l'esprit du roman. Ouais. Et du coup, c'est un travail sur la langue. Et elle a vraiment un travail sur la langue, elle a vraiment un travail dans toute au début. Donc, au début, c'est une langue très classique et au fur et à mesure qu'elle renaît et reconstruit, grâce à la nature et grâce à ce rapport avec des animaux qui sont, c'est dans un refuge, des animaux qui sont abîmés. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'il y a l'écho entre elle, je ne sais plus ce que je veux dire, mais donc il y a l'écho entre elle et les animaux. Donc là, on voit, puis les animaux aussi se métamorphosent aussi, quelque part. Donc c'est toujours très intéressant. Et l'écriture aussi se métamorphose. Il y a des moments où il y a de la poésie, il y a des moments où elle occupe l'espace de la feuille pour mettre des mots d'une certaine façon. C'est assez étonnant. Donc c'est vraiment très 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 intéressant au niveau d'écriture. Enfin, moi je vous conseille parce que ça faisait longtemps que je ne trouvais pas quelqu'un qui travaillait l'écriture en ce moment. Il y a plein de romans très très intéressants, mais il n'y a pas un travail vraiment. Il y a une sorte de linéarité de l'écriture. Enfin, en tout cas, moi je trouve que je n'étais pas trop étonnée par rapport au contemporain. Et là, ça m'a fait plaisir de voir quelque chose. Et c'est un premier livre. Elle avait écrit aussi Le son dans la poussière, mais c'était différent. Merci. En termes d'ambiance, moi ça me rappelle un peu, je passe à autre chose, mais à un film qui est sorti très récemment aussi, qui est Le mal n'existe pas, de Yusuke Yamaguchi. Bon, il n'y a pas de métamorphose, mais c'est très éco-poétique pour le coup, parce qu'en gros, pour faire très très vite, ça se passe au fin fond des montagnes japonaises, donc ça raconte la vie d'une communauté de villageois, et notamment d'un des villageois qui est l'homme à tout faire en fait, de la communauté, et il y a des gens venant de la capitale qui veulent installer un camping de luxe dans leur village, et bon, ça se passe pas très bien. Et il y a tout ça, et notamment, bon, ça se passe l'hiver déjà, donc ça évoque ça, et puis il y a toute cette question de l'eau, parce qu'en fait, un gros enjeu c'est l'eau, et le camping, où est-ce qu'ils vont installer la fosse septique, par rapport au flux, aux écoulements d'eau en fait, du village,
Donc il y a plusieurs enjeux puisque notamment il y a des biches, des daims, etc. qui passent et donc il faut pas. Déjà le site du camping est sur le chemin des biches, donc ça gêne un peu. Puis en plus il ne faut pas évidemment salir le lac où ils vont s'abreuver. Plus en plus évidemment tout le village dépend de l'eau locale, etc. Donc il y a toute cette question-là. Et puis à la fin, je ne spoil pas la fin du film, mais il y a cette question, j'ai l'impression, fin du film très mystérieuse, mais de cette question du rapport à de l'identification en fait, à l'animal et de la communication avec l'animal. Donc là encore, la biche. Et donc en termes d'ambiance, cette ambiance hivernale, eau, nature, etc. Pareil, j'ai un peu les images du film qui viennent en fait. Oui, je vois. Voilà. Mais c'est très intéressant en fait dans le nature writing qu'on a évoqué dans ce poème et dans le roman de Villemain, il y a ces questions de l'élément aquatique qui n'est pas neutre, que ce soit depuis Soro et encore avant la question de se refléter dans le lac et le lac qui est central. Mais en fait, la question que ça pose, elle est double. D'un côté, c'est la question des bassins versants, du coup de l'eau qui structure la vie et l'eau qui ensuite va structurer les récits dans des milieux spécifiques, et aussi le fleuve qui est par excellence la forme temporelle de l'espace, c'est-à-dire avec ce qui s'écoule, les idées d'Héraclite, qu'on se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, et pourtant qui est une réalité éminemment spatiale, géographique, et comment est-ce que le fleuve vient entrelacer dans ces récits qui parlent de la nature ou qui posent des questions écologiques au sens large, les questions d'enjeux narratifs formels, textuels, et les questions directement reliées à la vie, à la répartition de l'espace, au conflit des usages et en fait à l'histoire de régions. Et tout ça par l'élément aquatique qui est un support de projection et qui fait les textes et fait l'histoire des milieux. Ça c'est bon. Ouais. Est-ce que tu veux lire ou... Déjà, je présente un petit peu. Oui. Donc, à la table des hommes de Sylvie Germain, c'est un roman assez bref qui se passe, on ne sait pas trop quand, on ne sait pas trop où, c'est pas l'enjeu, en vrai dire. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on est en zone rurale et qu'il y a une guerre entre alors est-ce que c'est deux pays, deux peuples, deux nations, c'est pas très clair. En tout cas, il y a une guerre, et cette guerre, et c'est le début du roman. La première partie, c'est comment cette guerre influe sur la vie des habitants et sur la vie aussi des animaux. Et donc la toute première scène, c'est on voit une truie qui est en train de nourrir ses pourceaux, et il y a une bombe qui tombe sur elle et elle se fait déchiqueter, c'est atroce. La description est atroce. Et il y en a un seul, il n'y a qu'un seul survivant, c'est un pourceau. Et donc c'est les 30 premières pages, c'est la description de ce qui arrive à ce pourceau. Il rejoint une espèce de groupe animal avec une corneille qu'on voit sur la couverture et d'autres animaux qui font une espèce de communauté animale à 5-6. Et finalement, malheureusement, cette communauté se disperse. Je résume que les 30 premières pages, donc ça ne spoil pas, c'est vraiment juste le début. Et à un moment, ce pourceau, il se fait... Il y a d'autres hommes qui arrivent, qui se battent et qui veulent se nourrir, donc ils vont chercher les animaux. La grenouille, elle peut s'envoler, donc il n'y a pas de problème. D'autres animaux, je ne sais plus c'est quoi, ils se font tuer. Et le pourceau réussit à s'enfuir. Et en s'enfuyant, il est légèrement blessé et il se retrouve dans un antre, on ne sait pas trop. Et c'est là que commence le texte. Donc un corps gît là, tremblant de fièvre. C'est celui d'un humain. Il a perdu l'odeur propre à son espèce, tant l'état de putréfaction de ses jambes est avancé. Il dégage une puanteur de charogne, commune à toute chair en voie de décomposition. Ses miasmes, le pourceau en a senti à satiété depuis des mois, il n'en éprouvait nul émoi sinon la promesse d'une nourriture providentielle. Mais cette fois, si, il en est troublé, car vie et mort sont en lutte serrée dans cette pestilence, et il se sent d'un coup saisi par elle, entraîné dans ce duel. Il voudrait se relever, se sauver, il ne le peut pas. Lui aussi est secoué de frissons, sa respiration est sifflante. Il entre en unisson avec le corps brûlant qui grelotte près de lui. Ils gisent pressés l'un contre l'autre, la fièvre de l'un s'attise au contact de celle de l'autre, leur sueur se mêle, leur chuintement se mélange en un seul gémissement, leur angoisse fait bloc. L'adolescent entrevoit dans la pénombre de son antre
une clarté rosâtre. Il devine dans la houle de son regard un corps placide et bon, un petit matin de chair. Il se tourne vers cette roseur, il l'empoigne, s'y agrippe. Il aspire le souffle sibilant qui en flue par à-coups. Il enfonce ses ongles dans la peau soyeuse, il étreint cette chair pleine et tendre. Il enlace le gros cou rond de l'animal, il s'arrime à la gorge de la vie même, et ses bras, ses mains se font étaux de fer rouge. Il chavire dans un remous de fièvre, d'éblouissement et de trous noirs, de convulsions, comme si leur sang, leur chair se brassaient et rebrassaient en continu, en crescendo, que leurs os se disloquaient, que leurs muscles, leurs nerfs se déchiraient pour se retendre, s'entrelacer. Et ils sentent dans ce violent roulis de sensations un membre leur pousser au bas du ventre, dur et enflé, comme un surgeon où monte drue la sève. Mais au bas-ventre duquel? Car qui est qui? Les deux mourants au corps à corps ne le savent pas. Ils sont si embrassés dans leur combat contre la mort qu'ils se confondent. Donc on a ici une fusion métamorphique et qui est effective, hein, puisque à partir de la deuxième partie, en fait l'adolescent, ils ont vraiment fusionné, sauf que le corps, en fait c'est comme si la conscience du pourceau était mise dans le corps de l'adolescent et que cette fusion même de leurs deux corps avait soigné l'adolescent qui donc n'a plus ses jambes en putréfaction et après ça part sur sa conscience et c'est pas la question. Mais donc là ce qui va marquer c'est qu'on a à la fois une fusion, métamorphose, métampsychose, métansomatose, enfin c'est un peu un bordel si vous me permettez le mot textuel. Je trouve et encore, j'ai coupé des moments parce que voilà. On a plusieurs perspectives. Au début, on a la perspective du pourceau, ensuite de l'adolescent et ensuite des deux en même temps. J'ai trouvé ça intéressant à ce niveau-là. Je sais pas ce que vous en pensez. Je suis désolé de mettre le doigt sur le point un petit peu je dirais pas problématique, mais le point qui accroche, c'est quand même le coït interspécifique, qui en fait me choque pas dans les textes de Sylvie Germain. Je pense au Livre des Nuits ou à d'autres textes, mais qui est quelque chose d'assez lancinant, qu'on retrouve dans d'autres textes qui parlent de cochons, d'animal de ferme. Bien sûr. Comment est-ce que tu vois ce point, cette érection au milieu du texte, où il est question de vers la fin, oui. Voilà, à la fin du texte, qui en fait est d'une certaine manière la seule terminologie plus ou moins non négative du texte, où comme un surgeon où monte drue la sève, alors que tous les autres termes sont plutôt prosaïsants, ou renvoient à une corporéité basse. Je sais pas ce que tu... Moi, sur la manière dont je comprends ça, c'est un sursaut. C'est pas tant un coït qu'un sursaut de vitalité, puisque justement, c'est dans leur fusion qu'il y a c'est l'image comme un surgeon où monte drue la sève. La sève, oui, ça peut être le sperme, mais c'est aussi surtout ici, il me semble, une forme de vitalité qui revient dans ces deux êtres qui se retrouvent, qui communient littéralement dans leur souffrance et dans leur putréfaction, et qui finalement de cette putréfaction et de leur fusion, font ressortir une forme de vitalité, alors ascendante, physiologiquement parlant, mais aussi au point de vue de la vitalité. Voilà, c'est ça, c'est la fin du texte que j'ai mis. Ils sont si embrassés dans leur combat contre la mort qu'ils se confondent. Non, je suis d'accord avec toi. Et la question, elle n'est pas forcément négative. Enfin, c'est pas forcément négatif ou dégradant de parler comme ça, mais je pense que tu as raison, c'est ça la direction des corps d'un regain de vitalité à partir de ce qui est démembré, pourrissant. Mais où se situe le seuil de la métamorphose, le passage à la métamorphose dans le texte, pour toi, il est dans le... Pour moi, il est vers la fin, justement. Vers la fin, vraiment, je trouve que dans la distinction. C'est construit au niveau narratologique. On a d'abord
la perspective du pourceau, ensuite la perspective de l'adolescent, et ensuite leur fusion au pluriel, ils chavirent, ils sentent, ils se confondent, etc. Là, on a vraiment la fusion, et le chapitre se termine là-dessus, et commence une autre partie, où là, on est dans la perspective donc, de cette nouvelle être, cet nouveau créé par... qui est ni tout à fait homme, ni tout à fait animal. Ce que je trouve intéressant, c'est ce motif de la putréfaction. Parce que, en fait, bon, c'est peut-être moi qui projette, mais c'est aussi, me semble-t-il, présent dans le texte, c'est cette idée qu'un corps en état de putréfaction est déjà un corps en état de métamorphose. Parce que justement, c'est un corps qui change d'état, c'est pas forcément un corps en cours de destruction, c'est-à-dire c'est un corps qui... Il se passe des choses dans un corps en putréfaction. Et là, justement, dans le texte, c'est quand même, il a perdu l'odeur propre à son espèce. Et en fait, ce qui me frappe, c'est que quand on est du point de vue du pourceau, l'humain, enfin l'adolescent, il est déjà, on va dire, ouvert à la métamorphose, il est prêt à être métamorphosé. Alors que le pourceau, lui, c'est-à-dire que l'adolescent, quand il le perçoit, il ne l'identifie pas, mais le statut est différent. C'est-à-dire que du point de vue du pourceau, on a déjà un corps qui est autre chose, alors que du point de vue de l'adolescent, on a un corps non identifié. Je ne sais pas si... parce que vraiment, l'adolescent, lui, il ne sait pas ce qu'il voit, en fait, j'ai l'impression. Donc le statut des deux est différent, et du coup, j'ai plutôt l'impression qu'on a, plutôt qu'une fusion, enfin, c'est objectivement une fusion, mais j'ai plutôt l'impression qu'en fait, c'est un peu l'adolescent qui absorbe. Ouais. C'est ça que j'allais dire, qui prend possession, etc. Mais ouais, c'est plutôt qui absorbe, dans le sens où il voit un truc, un objet non identifié qui passe, et lui-même étant déjà dans un état intermédiaire, l'absorbe pour donner naissance à une sorte d'être tiers. Ça marcherait si on n'avait pas le troisième moment. Donc je relis, il chavire, ça rime à la... Ouais. Pardon, il chavire dans un remous de fièvre, d'éblouissement et de trou noir, de convulsions, blablabla, comme si leur sang, leur chair se brassait et rebrassait en continu, que leurs os se disloquaient, que leurs muscles, leurs nerfs... Bien sûr, il y a un état où les deux deviennent un ou deviennent un troisième truc, mais vraiment j'ai l'impression, tu vois, enfin, c'est-à-dire que c'est l'adolescent... Moi je comprends plutôt ça comme... Enfin, ce que tu veux dire, je crois... L'adolescent en fond de saison... Oui, mais il s'accroche à la vie. Voilà. Il voit quelque chose qui symbolise, qui lui représente une vitalité, puisqu'il a la clarté du le matin, de petit matin de chair, etc. Enfin, c'est hyper vivant. Et il sent cette vitalité, il s'y agrippe parce que lui est complètement mourant. Sauf que l'autre il se débat, il ne se laisse pas absorber. Et c'est ce débat, ce duel, ce corps à corps, comme il y a ces mots dans le texte, qui fait qu'il y a ensuite fusion. Et aussi, du coup, en termes de contexte, l'état du pourceau. Il est blessé, mais il est blessé, si je me souviens sur le mot, il est blessé aux pattes. Oui, donc il est pas aussi blessé quand même. Il n'est pas entre guillemets sain. Il est blessé lui aussi, c'est pour ça qu'il a besoin de se réfugier. Et je crois que c'est des chasseurs qui l'ont. Je sens une grippe, mais si je vais faire un petit tour, si je me sens. Ce sont des chasseurs, je crois, qui le pourchassent, et c'est pour ça qu'il a besoin aussi de se réfugier quelque part. Voilà. Mais en fait, dans l'absorption, moi ça me fait penser aussi à manger, être mangé, parce que le pourceau il arrive quand même pour le manger. Enfin, il y a une phrase. Ouais. Nourriture providentielle. Ouais, c'est ça. En fait, on n'a pas trop parlé d'absorption, c'est vrai, mais dans le manger, être mangé. Ça pose un peu la question du coup de la métamorphose. Parce que spontanément, quand on pense métamorphose, on pense quand même. Ou alors on est, je sais pas, par exemple, on est transformé par un être extérieur, disons. Circé qui se transforme en cochon, ou alors c'est une sorte de dynamisme interne. Mais cette question de l'absorption. On pense pas qu'il y ait deux vivants au début en fait. C'est un peu comme s'il y avait quelque chose d'extérieur qui arrivait dans le vivant. C'est peut-être cette citation, Valérie, dont tu te souviens, le lion est fait des moutons assimilés, mais là c'est plutôt dans un registre de Valérie et de sa réflexion littéraire. Et de la formation des auteurs, mais c'est le mystère de l'absorption, et aussi qui est relié à ce dont on parlait, de la question de la guérison de la putréfaction, la métamorphose inhérente à la vie du corps qui se régénère ou qui se dégrade, qui se joue ici. Et tu voulais peut-être rajouter quelque chose sur l'absorption ? Je sais pas. Enfin, c'est cette vie inhérente au corps qui se guérissent, qui s'absorbent, qui se nourrissent, et qui sont mangés. Même ce qu'on a vu dans la séance nahualisme, et par exemple les astres aussi qui se mangent, en fait dans le manger, dans le mouvement.
intéressant dans ce texte, c'est qu'il y a vraiment une manifestation littéraire, plus ou moins, de la métamorphose, avec une sorte de surcharge, vous voyez, une sorte de, comme si, pour signifier la métamorphose, on devait toujours recourir à une énumération, à une sorte de, une sorte d'emphase qui montre bien le changement d'un état à un autre sur un plan vraiment polysensoriel. Ouais. C'est ce qui m'a marqué, je ne le connaissais pas, ce texte. Les souvenirs de Sylvie Germain sont un peu lointains. Et c'est vrai qu'en fait, qu'on trouve une scène de métamorphose comme ça ne m'étonne pas du tout, parce que c'est vraiment la surcharge sensorielle en fait. Et du coup, la surcharge stylistique qui la caractérise. Donc en fait, ce texte ne m'étonne pas. Ouais, c'est ça. Et surtout, ce qui est intéressant, je trouve, dans l'œuvre de Sylvie Germain, c'est que ces passages-là qui pourraient être, disons, pas anecdotiques, mais périphériques, ils occupent, en fait, comme tu l'as très bien dit, le tournant en fait, du récit dans cette espèce d'imprécision stylistique qui, quand elle est lue rapidement, laisse une impression, enfin, comme on lirait Sylvie Germain en édition folio, où on ne les relit pas forcément le passage, etc., une impression de passer par un grand tourbillon de phrases pour arriver à une autre réalité. Et d'un coup, il y a eu un passage, c'est pour ça que je parlais de seuil, parce qu'il y a quelque chose qui est franchi, mais on ne sait jamais quand est-ce qu'on l'a franchi véritablement. Si tant est que la métamorphose n'est pas une interface qu'on franchit jamais et dans laquelle on ne fait qu'errer sans forcément passer de l'autre côté, je ne sais pas. Peut-être que. Est-ce que tu penses que l'extrait de Truisme fait un écho à celui-là, comme ça on peut peut-être les continuer. Truisme, c'est un peu l'inverse. Enfin, pas exactement, mais c'est aussi une histoire de truie, de cochon, de pourceau. Aussi dans un environnement plus ou moins dystopique, flou et indéfini, où en fait c'est l'histoire d'une femme qui devient parfumeuse et dont le patron de la parfumerie qui l'embauche abuse sexuellement d'elle. Et donc c'est comment d'abord elle s'approprie son propre corps en tant que femme, donc elle va, au moment où il l'abuse, etc., au début elle comprend pas ça comme de l'abus, elle perçoit ça autrement, comme une forme de valorisation, et donc elle va se valoriser dans sa manière de s'habiller, de se parfumer, etc. Elle va s'habiller de plus en plus richement, et puis petit à petit elle va voir son corps se dégrader, puisqu'elle va aussi en plus se prostituer, en pensant que ce serait pour elle une manière de développer sa sexualité, de se sentir bien, en même temps de se faire de l'argent. Et finalement, ça ne lui convient pas, pour des raisons que vous imaginez bien. Et donc, petit à petit, en fait, elle se métamorphose en truie, avec la capacité, par sa respiration, de contrôler aussi sa métamorphose. C'est-à-dire, elle est capable de redevenir plus ou moins humaine à certains moments en faisant des espèces d'exercices de respiration. Le texte commence comme ça. Elle dit j'arrive à écrire ce texte, puisque c'est écrit à la première personne, parce que là je fais mon exercice de respiration, enfin je simplifie, et donc je suis capable de me contrôler en tant qu'humaine, même si au moment où elle écrit, elle a déjà un corps de truie. Donc il faut vraiment imaginer la scène d'une femme, enfin d'une truie, avec un stylo à la main, en train d'écrire sur sa feuille. C'est une certaine image, et elle dit je m'excuse auprès de l'éditeur parce que j'écris pas très bien, voilà. S'il y a des fois où j'écris un peu moins bien, c'est parce que j'ai raté mon exercice de respiration. Et il y a toute une problématisation de ce que pourrait être une écriture truie dans le texte. Mais ce qui est intéressant par rapport à la métamorphose, au-delà bien sûr de ce qu'on imagine du discours féministe qui est aussi porté par ce texte, c'est que cette métamorphose, en fait, elle est jamais directe, elle est hyper progressive. C'est-à-dire, elle met 150 pages à se métamorphoser. Et c'est des petits indices, des petites choses qui sont parsemées à chaque page, des petits indices aussi sensoriels. On a vu ça avec Sylvie Germain, où elle va avoir un odorat un peu plus développé, elle va dire, ou alors à des moments, j'ai envie de me rouler dans l'herbe, et elle comprend pas pourquoi elle a envie de se rouler dans l'herbe, ou dans la boue, ou autre chose. Et donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce texte, parce que c'est là où on a une métamorphose qui est discrète, une transformation silencieuse, et qui n'est pas spectaculaire comme celle dans Sylvie Germain. Et puis, même si là aussi elle se fait en rapport avec les autres, à la fin elle tombe amoureuse d'un loup-garou, donc on a aussi une question de métamorphose. Et donc voilà, le court texte que j'ai mis, c'est un extrait parmi tant d'autres d'indices métamorphiques. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite le lire ?
La peau de mon dos était rouge, velue, et il y avait ces étranges taches grisâtres qui s'arrondissaient le long de l'échine. Mes cuisses si fermes et si bien galbées autrefois s'effondraient sous un amas de cellulite. Mon derrière était gros et lisse comme un énorme bourgeon. J'avais aussi de la cellulite sur le ventre, mais une drôle de cellulite à la fois pendante et tendineuse. Le téton au-dessus de mon sein droit s'était développé en une vraie mamelle, et il y avait 3 autres taches sur le devant de mon corps, une au-dessous de mon sein gauche et 2 autres bien parallèles, juste en dessous. J'ai compté et recompté, on ne pouvait pas s'y tromper. Cela faisait bien 6, dont 3 seins déjà formés. Moi, ce qui m'a intéressé dans ce texte aussi, c'est comment... en fait, c'est le passage, justement, donc, comme j'ai dit au début, elle trouve dans la beauté de son corps féminin et du regard des hommes sur son corps une forme d'empowerment. Puis en fait, progressivement, son corps devient celui dit d'une vieille femme, avec la cellulite, les seins qui pendent, etc. Et comment dans la métamorphose en truie, elle dit aussi le vieillissement du corps, sauf que là c'est un vieillissement accéléré, ça se fait en quelques mois et pas en quelques décennies comme habituellement. Et comment donc ça porte aussi un discours, parce qu'elle est de plus en plus comparée à un monstre, alors même que par exemple les tétons, la plupart des gens les voient pas, donc ils peuvent pas savoir qu'elle se transforme, ils voient juste une femme une apparence plus vieille, plus portante, ronde, forte. Et donc je trouve ça aussi intéressant, comme ici, une convergence entre la métamorphose progressive et le vieillissement et les représentations du corps féminin, les discours sociaux sur le corps féminin qui sont intégrés par la narratrice Truy à la première personne, et ça m'a semblé intéressant à ce niveau-là aussi. Je ne l'ai pas lu, il faudrait que je le lise, mais de ce que tu dis, j'ai aussi un peu l'impression que c'est une femme justement qui passe de l'intériorisation des normes patriarcales de ce à quoi elle ressemblerait, et un peu une sorte de portrait de Dorian Gray où en fait il y a ce duel, on va dire, entre le portrait parfait d'elle qui existe en fait dans un imaginaire fantasmé par les hommes et qu'elle intériorise, et ce corps en mouvement en fait, simplement vivant, qui se transforme mais qui du coup prend l'aspect monstrueux d'une vie dévalorisée qui s'appelle la truie. Oui, mais une vie dévalorisée qu'elle va retourner à son avantage. C'est-à-dire qu'on passe au début d'un personnage qui intériorise les normes de manière naïve, je pense qu'on peut vraiment le dire. Enfin, il y a un côté roman d'apprentissage. À la fin, la métamorphose, oui. Ouais, exactement. Et à la fin, justement, elle est très contente d'être truie. Et c'est même elle qui choisit avec quel cochon ou quel animal elle va coucher. Il y a une espèce vraiment de retournement du désir, c'est-à-dire on parle de elle qui construit son désir à partir du regard que les hommes ont sur son corps de femme, à un corps animal qu'elle contrôle, puisque comme je dis, à certains moments elle peut reprendre un contrôle sur le côté humain, et en même temps aussi par rapport à son désir qu'elle est capable de maîtriser. Enfin, elle comprend que le vrai empouvoirment, le vrai empowerment, la vraie agentivité consiste dans dans un rapport plus sain aussi à son propre corps. Oui. Même métamorphosé, même en truie. Et la question que tu soulevais très bien du problème d'énonciation ou d'écriture, de mise en scène de l'écriture, du moins du texte, sachant que c'est elle qui écrit, du coup, processus de prise de pouvoir ou de position de force, de reprendre le contrôle, les rênes de son destin, et dans le même temps, cette écriture assez plate, énumérative, chosifiante ou objectifiante, où elle énumère les différentes formes de cellulite, les différents stades de transformation et de surgissement de ces mamelles, qui est quand même assez objectifiant ou dégradant. C'est très ambigu. Là, on est, je crois que c'est page 55, mais donc on est à peu près un tiers. Mais c'est vrai que moi j'ai une sorte d'intuition un peu similaire, c'est que
enfin je sais pas si c'est similaire, mais c'est qu'en général les métamorphoses, ça, je sais pas, ça renvoie à un imaginaire qui pour nous est assez exotique, ou archaïque, ou anthropologique, je sais pas, comme ça. Et là c'est tellement trivial, c'est assez, comment dire, ça fait une sorte de, avec cette écriture plate, il y a pas enfin je sais pas s'il y a un imaginaire qui me met, mais je pense avec une sorte de défaut d'imaginaire. Donc c'est presque bizarre, enfin, parce qu'en fait, par exemple, c'est pas du fantastique, il n'y a pas de merveilleux, j'imagine. Non, pas non. Il y a un loup-garou, mais il est normal, enfin, il n'est pas oui, c'est ça, une sorte de normalité, comme ça, la métamorphose qui est très troublante, un peu. C'est-à-dire une sorte de métamorphose lisse, enfin, je n'ai pas trop les adjectifs pour dire ça, mais métamorphose sans la génialité de la métamorphose en quelque sorte. Sans caractère. En fait, fait que même devenir adulte, enfin enfant adulte, c'est de la métamorphose en soi. Ouais, en fait, même j'ai l'impression que ça mobilise quasiment le côté normal, par exemple. Enfin, en fait, c'est marrant, j'ai l'impression. En fait, même en décrivant, en passant par le truc de devenir cochon, en quelque sorte, de cette dame, ça, en fait, je sais pas, moi, ça m'évoque, en fait, tout simplement la métamorphose de nos corps qui viennent effectivement qui vieillissent. Qui vieillissent, c'est le côté normal, presque banal d'une métamorphose qu'on a tous dans nos corps. Mais je pense qu'il faut distinguer deux métamorphoses. On avait très très rapidement parlé dans la première séance. C'est la métamorphose à caractère événementiel, spectaculaire, enfin, vraiment la métamorphose instantanée. On voit, on a un homme qui se transforme en renard ou un renard qui se transforme en homme. Et à l'inverse, la métamorphose qui, elle, se fait, j'ai parlé de transformation silencieuse tout à l'heure, métamorphose silencieuse, qui, elle, n'est pas justement spectaculaire, théâtrale, dramatique, mais qui au contraire se fait discrètement par des petits changements et qui en fait est beaucoup plus proche de notre expérience, par exemple, du vieillissement. Encore que nous on est assez jeunes, mais... Ça me fait beaucoup penser, quand tu parlais justement de cette idée d'une métamorphose lente, moi je pense à des films, disons, fantastiques ou films d'horreur. Enfin là j'ai Le Règne Animal depuis il y a quelques années, c'était il y a 2 ans, Teddy je crois, le film du loup-garou. Où justement, et là en fait on a pareil la dynamique est un peu différente, mais où il s'agit d'un personnage qui se rend compte qu'il est en train de se transformer. Et en fait, pour faire très vite, très rapide, très bateau, c'est justement des personnages adolescents, donc on va dire métaphore, passage à l'âge adulte, tout ce genre de trucs. Donc cette idée de la transformation lente, entre guillemets, voilà, c'est un truisme peut-être, je sais pas, mais enfin, finalement c'est assez classique après, mais en effet, l'enjeu, comme ça a été dit, je pense, il joue dans le langage, là, où justement on a un langage, comme je disais, objectifiant ou banal, ou très froid en fait. Enfin, et du coup, je sais pas s'il y a peut-être de l'ironie là-dedans, enfin, pas forcément vis-à-vis du personnage, de la narratrice, mais j'ai du mal à vous... Enfin, il y a quelque chose de... Comment dire, une sorte de rire un peu grinçant aussi, j'ai l'impression, là-dedans. On peut faire un des textes que tu as proposé Oui, pour changer peut-être de format, je vous propose de parler de cette pièce de théâtre, si tu veux faire tourner, qui est en ce moment au Théâtre de la Ville, qui avait été montée pour la première fois l'année dernière pour les commémorations du génocide du Rwanda, et qui a été remontée. Elle avait été montée au musée d'Orsay, et qui est du coup d'une troupe mi-française, mi-rwandaise et africaine. Et peut-être, j'ai pas le dépliant, tu peux lire les 2 noms qui sont. C'est une pièce du coup adaptée d'un texte de Vercors. Si tu peux dire juste le nom des metteurs en scène qui est sur la couverture. Donc ce sont les 2 en haut. Voilà. Donc Emmanuel de Marcy Mota. Oui. Et Dorcy Rugamba. Voilà. Et le dispositif scénique est très intéressant, et ça posait la question très concrète, puisqu'on n'a pas eu l'occasion d'aborder directement d'œuvres théâtrales au cours du séminaire, de la représentation du théâtre, de la métamorphose sur scène. Et cette pièce a différents recours, tous assez inventifs, et qui ont été pensés par Vercors ou par les metteurs en scène, sur comment représenter la métamorphose sur scène, c'est-à-dire comment utiliser le dispositif limité, le carré de lumière dans l'obscurité, pour parler de la métamorphose, et aussi comment utiliser la scène comme un dispositif scénique où les personnages de la représentation prennent des sens différents.
La pièce commence par une lecture d'un texte de Vercors qu'il avait écrit dans le camp de concentration de Birkenau, si je me souviens bien, qui parle en fait des SS. Et c'est intéressant parce que c'est un retournement totalement des conceptions qu'on peut avoir dans le séminaire, parce qu'il dit le rêve nazi est un rêve de métamorphose. C'est le rêve de faire passer l'humanité d'une forme à une autre, et c'est une métamorphose qui se veut totale. Et en fait, ce rêve de métamorphose totale qui est ô combien abominable bien trop abominable pour qu'on le qualifie de rêve. Métamorphose et eugénisme. C'est ça. Mais aussi, ce qu'il dit, c'est que cette métamorphose ne peut qu'échouer. De vouloir faire passer l'humanité à une autre forme d'humanité ne peut qu'échouer. Ce qui fait que la seule chose qui leur reste aux nazis, aux SS, c'est de tuer ceux qui ne peuvent pas se métamorphoser. Et c'est juste un prélude qu'ils lisent avant le début de la représentation, dont je vais vous parler ensuite, qui laisse assez... qui brise un petit peu toutes nos conceptions écologiques par des questions, oui, d'eugénisme, de racisme, d'utopie historique totalement mortifère, sur la question de la métamorphose. Vercors, c'est un écrivain résistant qui a notamment cofondé les éditions de Minuit pendant la Seconde Guerre mondiale, au moment des privations de papier, et qui a aussi écrit ce magnifique ouvrage, Le silence de la mer. Initialement, qui est une chambre qui a été réquisitionnée une maison, et c'est officiellement et extrêmement cultivé. Beaucoup la France considère que, il n'est pas nazi, considère qu'il doit y avoir un rapprochement, il voit plutôt le côté de toute cette invasion allemande en Europe, un bienfait. Donc il n'arrête pas de toujours ramener, de faire des comparaisons entre la littérature allemande, française, la musique, tout ça. Et tous les soirs, il parle, ces deux personnes, un vieux monsieur et sa fille, et ils ne répondent jamais, ils ne parlent jamais, ils disent jamais un seul mot, pas un seul mot, pendant toute la durée de son séjour dans cette maison. C'est une forme de résistance muette, en quelque sorte. Il n'y a qu'un seul mot qu'ils disent quand il s'en va, ils lui disent au revoir, mais c'est vraiment le dernier mot qu'ils disent à la fin. Merci pour la... Jean-Pierre Melville en a fait un film absolument bouleversant, extraordinaire, très beau, noir et blanc. Je vous conseille. Et ensuite, son œuvre littéraire est caractérisée par des problématiques formelles et philosophiques, dont la problématique qui occupe à l'émergence de cette pièce, qui est celle de ce qui différencie l'humain de l'animal. Et cette pièce vient donc penser des chercheurs paléontologues qui vont en Nouvelle-Guinée chercher d'autres races d'hommes contemporaines ou qui ont précédé Homo sapiens, les premiers Homo sapiens, et qui en fait trouvent non pas des squelettes d'hominidés vieux de plusieurs, je ne sais trop combien d'années, mais qui datent d'il y a une cinquantaine d'années, et qui donc découvrent en fait une espèce d'hominidés qui ne sont pas des hommes, qui sont des êtres métamorphosés, qui ont par exemple le pouce-orteil opposable, ou qui ont des traits qui ressemblent à des singes ou à différentes espèces, ou qui ont des plumes ou des écailles, et du coup qui sont des hominidés hybrides avec d'autres espèces du vivant. Et ils se posent la question, puisqu'ils ont publié la découverte de ces hommes, de savoir s'ils sont des hommes ou non. Et ce qui se passe, c'est que il y a des industriels qui ont acheté des sociétés qui possèdent toute la flore de Nouvelle-Guinée et qui, vu que ces singes ou hominidés ou humains ont des capacités d'utiliser des outils ou de produire des choses, qui vont les mettre en esclavage. Alors, pour produire et utiliser une main-d'œuvre sans la payer. Et ce qui se passe, c'est que un des chercheurs insémine artificiellement une personne de cette espèce-là et qui accouche d'un enfant hybride de ces deux espèces que ce chercheur va ensuite tuer pour qu'il y ait un procès. Et c'est ça la pièce, c'est le procès de cet infanticide. Sauf que
si jamais c'est le meurtre d'un enfant, ça reconnaît le statut d'humanité à cette espèce-là. Si jamais c'est le meurtre d'un animal, ça ne lui reconnaît pas. Et la pièce vient donc exposer, sous la forme d'un procès, le pour et le contre de si ce sont des hommes, des humains, ou si ce ne sont que des bêtes. C'est un peu Alaska, ça. C'est ça, c'est une controverse, forme classique du procès, où il y a des arguments scientifiques des deux côtés, mais qui en fait personne n'est convaincu. Et derrière, il y a les gouvernements français qui demandent aux juges de statuer sur le fait que ce soit des humains pour qu'ils ne soient pas exploités et que ça ne crée pas un déséquilibre économique, du coup qui pose la question de qu'est-ce qui motive vraiment les problèmes éthiques. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est déjà les contradictions évidentes entre eux, enfin toutes les opinions se justifient et se contredisent. Du coup, cette grande pompe judiciaire pour une question qui en fait est relativement évidente ou qui n'a pas vraiment d'intérêt intellectuel, enfin qui n'intéresse pas vraiment quelqu'un de savoir si ce sont des hommes comme nous, ce sont des bêtes ou ce sont ça devient une question assez puérile. Et ce qui se passe, c'est que comme vous voyez sur les dépliants, il y a au fur et à mesure les personnages de la pièce qui mettent des masques et qui du coup se métamorphosent et parlent avec ces masques. Et il vient un moment où on apprend que certains de ces hominidés sont au zoo et ils vont les voir. Et à ce moment-là, rupture de l'illusion dramatique assez déjà vue, mais qui fonctionne de manière assez efficace. La salle s'allume, ceux qui participent au procès s'avancent au bout de la scène et regardent le public pour contempler en eux les hominidés dont on ne sait bien si ce sont des bêtes ou des hommes. Du coup, mise en jeu sur cette rupture de l'illusion pour faire figurer les hominidés, et qui pose la question en fait de la représentation théâtrale. Est-ce que tout ça n'est pas qu'un jeu? Comment est-ce qu'on représente la métamorphose au théâtre? Enfin voilà, toutes sortes de questions qui sont mises en scène, et la pièce se conclut sur une forme d'optimisme, de dire oui, ce sont bien des hommes, mais une résolution un peu hâtive qui dit ils sont capables de se rebeller contre leurs besoins primaires, d'enterrer ou de faire des sortes de rituels funéraires. Alors ce sont des hommes. La résolution est un peu claire, mais ce qui est assez beau dans les derniers mots de la pièce, c'est l'homme n'est plus en l'homme. L'homme n'est plus en l'homme, il doit y éclore. Et du coup, cette idée que la condition humaine, qui est une idée en fait assez galvaudée au XXe siècle, mais qui est quand même belle et puissante de la dignité de l'humain, qui serait qu'il doit conquérir sa propre dignité pour devenir digne du nom d'humain. Et c'est aussi ce qu'il y a dans le deuxième sexe ou dans d'autres ouvrages qu'on peut retrouver. Et cette pièce un peu contemporaine, mais en même temps avec ce texte de Vercors qui est vraiment dans l'esprit de la réflexion sur l'humanité au XXe siècle, qui aborde énormément de problématiques. Tu m'as un peu perdu sur le statut de la personne qui lance la controverse en créant... Ouais, en fait, c'est ce groupe de chercheurs, il y a un journaliste, et ce journaliste et une autre chercheuse ont le plan d'inséminer artificiellement une des hominidés. Eux, ils veulent la reconnaissance. Ils tuent l'enfant volontairement, c'est prémédité pour qu'il y ait ce procès d'infanticide qui soit sensationnel et qui mobilise, si on veut, l'attention internationale autour de ce procès pour savoir est-ce que c'est bien un infanticide ou ça ne l'est pas. C'est pour ça que le titre de la pièce c'est Zo ou l'assassin philanthrope, qui est un oxymore assez parfait d'assassin philanthrope. Et tu trouves que ça fonctionne, les masques? Je trouve que ça fonctionne très bien, et que la lumière et que le dispositif scénique est assez efficace, que ça pose des questions et que ça crée une forme de distanciation sans non plus tomber dans une représentation orthodoxe, Brecht orthodoxe, mais qui crée quand même une réflexion. Et la question des masques est bien gérée, je pense, et il y a un vrai travail sur les costumes et la scénographie.
En tout cas, c'est une pièce que je vous recommande, qui est encore en salle, même si je vous ai pas mal raconté de quoi il retourne. Est-ce qu'il y a des jeux avec les sons, enfin avec les dispositifs sonores? Un petit peu, il y a une légère bande-son derrière, mais c'est surtout au début, l'apologue de ça commence avec ils rentrent de Nouvelle-Guinée en avion et ils amènent cette hominidé et ensuite ils prennent un taxi et on ne la voit qu'en ombre chinoise sur le fond du théâtre. Du coup, il y a pas mal de jeux avec la lumière et des rugissements, etc. Mais le vrai moment où on accède à la métamorphose, c'est quand les acteurs fixent le public, le regardent et par des jeux un petit peu marqués, sont effrayés par le public ou le regardent avec un air de curiosité étrange. Pour le théâtre, je ne sais pas si vous avez d'autres exemples de métamorphoses racontées sur la scène du théâtre. Souvent, c'est ramener un hors-scène. Je pense à Phèdre, à la fin de Phèdre de Racine, avec le monstre qui tue Hippolyte. Mais sinon, je n'ai pas de souvenir. Peut-être que... Après, dans Phèdre, il a tout piqué, il a piqué la description même à Sénèque. Oui, bien sûr. Mais c'est pas tant une métamorphose que vraiment l'hypotypose parce qu'on ne pouvait pas représenter sur scène. Alors les pièces de Sénèque n'étaient pas destinées à être jouées mais à être lues déjà. Donc, et pour Racine, comme vous le savez, on ne pouvait pas représenter sur scène, donc il fallait un messager qui rapporte l'apparition de ce monstre hybride qui n'est pas un être métamorphique, mais qui est vraiment par contre un être hybride dans le sens le plus fort du terme. Il est moitié mer, moitié terre, il a des bouts de roche, mais en même temps il a des algues, et c'est pas juste des algues collées. En même temps, ses yeux crachent du feu, donc vraiment il fait tous les éléments un peu en même temps. Voilà, mais c'est presque pas tant une métamorphose qu'un être hybride qui apparaît, mais par la description. Et je crois que... Oui, c'est par la description, et ça me fait penser aussi peut-être au songe d'une nuit d'été, qui, quand il était représenté, en fait, était représenté sans le moindre décor, sans le moindre costume. Et sur la scène du Globe de Shakespeare, c'est toujours le langage qui fait exister l'être ou la différent, et que ce soit la condition sociale ou surtout le genre, sur scène, qui est juste le plancher de cette salle. Mais je cherche... je trouvais que c'était assez bien mené par les masques et par la scénographie de cette pièce. Mais représenter la métamorphose sur le théâtre, c'est un défi assez insurmontable de représentation, qui donc cette contrainte peut stimuler énormément de manières de représenter différentes, je pense. Je crois que c'était aussi Emmanuel Desmartins-Moltke qui avait mis en scène Rhinocéros il y a 10 ans, 15 ans, je pense. Et je ne sais pas à quel point c'était montré sur scène ou pas, mais dans mon souvenir, il y avait beaucoup de jeux aussi sur les cris des rhinocéros qu'on entendait en arrière-plan, des choses comme ça, beaucoup de trucs de lumière aussi. Mais ouais, je ne suis pas sûre qu'on voit une métamorphose vraiment en action sur scène. Oui, je ne sais pas, c'est dans la pièce de Ionesco, s'il dit on voit un rhinocéros, je crois que c'est toujours du registre, on les entend. On les entend, c'est rapporté. Et c'est les cris. Ouais. C'est clair que c'est... On rapporte qu'il a écrasé un chat ou des choses comme ça. Oui. Du coup, peut-être que vous en avez d'autres exemples, mais du coup, là, c'est le premier tome, Les Royaumes du Nord, de la trilogie de Pullman. Et on voulait vous montrer la bande-annonce, où on voit du coup des petits... donc c'est les démons qui accompagnent chaque main. Peut-être que vous avez... On verra les images. Il existe un monde où les sorcières gouvernent les siècles dans l'or. Les ours
à l'autre. Ça c'est par le voyage. Ouais, du coup, ça mélange un peu Métamorphose tout, spirituelle, sorcière, démon. Du coup, j'avais mis un petit extrait. En fait, simplement, on voit donc son démon à la petite fille Pantalaimon, pardon. En fait, qui, comme elle est enfant, continue de se transformer. Parce qu'en plus d'avoir un double animal, en fait, quand il est adulte, il est figé. Quand ils sont enfants, ils sont en mouvement. Pantalaimon filait devant elle, sous la forme d'un petit guépard, gravissant l'escalier jusqu'en haut, où se trouvait la chambre de la fillette. Celle-ci poussa violemment la porte, se saisit de sa chaise branlante pour la poser sous la fenêtre, ouvrit en grand les 2 battants et enjamba le rebord. Une gouttière en pierre d'une 30aine de centimètres de large, tapissée de plomb, courait sous la fenêtre. Une fois grimpée dessus, Lyra se retourna et escalada le mur de briques rugueuses pour finalement se retrouver sur le faîte du toit. Là, elle ouvrit la bouche et hurla à plein poumon. Pantalaimon, qui se transformait en oiseau dès qu'il était sur un toit, voltigeait autour d'elle et poussait des cris aigus de corbeau pour l'accompagner. On parle pas de plein d'animaux. Mais moi, je trouve assez intéressant. Enfin, du coup, j'ai découvert très récemment quand Charlotte m'en a parlé. Mais moi, ça s'inscrit encore dans une dystopie avec le magistérium, etc. Mais dans cette dystopie, avoir un démon est un peu... c'est une normalité, mais c'est un peu une utopie. En plus, justement, il y a les ours qui veulent... certains ours qui veulent essayer d'avoir leur démon. On n'a pas trop... En fait, on a beaucoup parlé justement de plutôt dystopie, de métamorphose, mais je sais pas s'il y a des métamorphoses un peu plus utopiques. Enfin, je sais pas si on a parlé plus de métamorphose. J'ai le sentiment qu'on a parlé de plus de métamorphose dystopique qu'utopique. Mais enfin, au-delà de mon ignorance, par mon ignorance de cette série, peut-être que vous pourriez recontextualiser en fait brièvement de quoi il s'agit, puisque malgré la bande-annonce, j'ai compris de quoi il retourne. Question d'espèces compagnonnes, etc. Mais c'est quoi l'enjeu ou sous quelle forme ça se présente? Je t'en prie. En gros, c'est un monde où tout le monde grandit avec un animal totem, plus ou moins. C'est ça? Vous me dites si je dis des bêtises. C'est le retour du totem. On a dit qu'on parlait pas de totem. Un awal plutôt. Un double animal, pardon. Il se passe quelque chose. Non, mais ça fait si t'as une discussion. Mais en fait, d'ailleurs, c'est trop drôle parce que justement, moi, en fait, quand on faisait le premier texte, parce que je sais pas, j'ai toujours visualisé plus ou moins l'animal totem ou nawal, peu importe le sorte de truc, justement à partir de ce livre, que j'avais lu dans ma jeunesse. Elle m'en a parlé après la séance nawal en fait. Ah ouais, c'est vrai. Parce que moi, j'imagine toujours l'espèce de compagnonnage un peu mythique, mythologique, homme-animal, un truc un peu flou, hein. Justement, en fait, j'ai lu il y a très longtemps, mais je sais pas, ça s'est figé un peu dans mon imaginaire. Un humain, une petite fille, un garçon, accompagné d'un être trop spécial, trop stylé, qui, si je me souviens bien, c'est un léopard, un guépard. Du coup, il est pas figé en fait. Oui, ça je m'en souvenais plus du tout d'ailleurs. Mais... C'est un guépard oiseau. Il se transforme constamment. Furé. Tant que les personnes sont enfants, et c'est au moment de l'adolescence, le passage à l'âge adulte, ça se fige plus ou moins de manière liée à l'identité de la personne, mais pas exact. Il y a un des personnages dont le démon est un léopard. Ouais, c'est ça, le daimon, ou je sais plus comment il s'appelle. Mais oui, j'avais cette image fusée pour justement ce genre d'imaginaire un peu métamorphose. Du coup, ça et donc, comment dire, il y a tout un enjeu politique avec cette dame que tu as vue qui veut récupérer quelque chose, et je crois qu'elle est. Elle veut couper les enfants de leur. Elle veut les séparer. Voilà, c'est ça. Et puis, il y a une histoire de prophétie, plus ou moins. Enfin, c'est comme un Hunger Games. C'est un peu les furtifs. Ouais, mais matinée de théologie hardcore. Ouais. Parce que c'est de base, Pullman, c'est pas un théologien, mais je crois qu'il a fait des études de théologie et qu'il voulait vraiment écrire ça. C'est vraiment, il voulait faire propager la théologie chrétienne par sa littérature. Alors bon, elle s'en est, en fait, fondamentalement, elle s'en est légèrement écartée, mais son projet, c'était vraiment ça. C'est marrant parce que ce n'est pas du tout original. Je sais pas s'il est britannique, mais s'il était britannique, ce serait. C'est très très classique dans la fantasy. Je pense à Lewis, Tolkien, Lewis surtout, qui a écrit des textes littéralement de théologie, d'apologie plus que de théologie. C'est un apologiste assez important pour le coup. Lewis
Lewis qui était anglican, Tolkien qui était catholique, mais avec des visées. Dans Le Seigneur des Anneaux, il y a un sous-texte religieux, mais ça reste un sous-texte, alors que chez Lewis, vraiment, c'est. Ouais, Narnia, et après, il y a quelque chose de beaucoup plus explicite. Et donc, il y a, dans ce cercle, donc j'ai oublié le nom, mais parce que c'était un cercle d'auteurs réunis à Oxford, où la question religieuse était très, très présente dans leurs échanges, et donc dans leurs textes, ça se ressent quand même assez fortement. Mais pourquoi il y a ce lien, du coup, si pas entre métamorphose et chrétienté ou... Ça, métamorphose, je ne saurais pas dire. Parce que dans Narnia, il me semble qu'il y a de la métamorphose pour le coup. Mon souvenir de Narnia est assez lointain. Justement, là, pendant la séance, je réfléchissais au Seigneur des Anneaux et je me disais que s'il y a beaucoup d'écho poétique, il n'y a presque pas, voire pas du tout de métamorphose. Dans Narnia, je crois qu'il y en a, mais c'est assez lointain. Je crois qu'il y a un personnage qui peut se métamorphoser si mes souvenirs sont bons. Mais, parce que Narnia, on est beaucoup plus dans le conte de fées. Oui. Donc, du coup, le côté métamorphose m'étonne moins. Ce qui donne le pouvoir dans Narnia, c'est souvent aussi des objets. C'est moins. Des objets, ou alors des attributs, ou alors une bénédiction, ou quelque chose comme ça. Ouais. C'est moins... Mais ce qui est rigolo aussi dans La Croisée des Mondes, c'est qu'il y a un lien physique entre l'animal, le démon, et la personne. C'est-à-dire que si t'étrangles le démon, t'étrangles la personne. Mais il n'y a pas une sorte de fil un peu... Moi j'ai l'idée d'un fil que genre si tu voulais couper en fait, il y a l'idée d'un fil qui n'est pas du tout matériel, mais le fait que la personne et son démon ne peuvent pas être séparés de trop de distance parce que sinon ils souffrent. Enfin, ils sont constamment ensemble et il y a un lien qui est très fort. Ouais, justement, j'avais cette idée de fil invisible mais très fort, quoi, très cette présent. histoire de la femme endorée là, il y a toute une histoire d'oblation et donc on enlève des enfants pour les séparer de leur démon, ce qui horrifie absolument les personnages de cet univers-là, parce que la norme c'est d'avoir une personne a un démon et la première fois que les personnages rencontrent une personne qui n'a pas de démon, c'est ça qui est étonnant finalement. Moi je me demandais juste tout à l'heure quand tu avais parlé des références un peu culturelles justement qui touchaient à la fantaisie, à la jeunesse. C'est pas vraiment pour la jeunesse, mais genre l'attaque des titans, je sais pas si vous en avez parlé dans le cours de cinéma. Non. Parce que vraiment en termes de métamorphose, c'est dingue quoi comme histoire. Bon, et puis ça, il y a des questions aussi politiques, d'eugénisme, alors là, c'est tout l'enjeu. Oui, et la question du grand terrassement, est-ce que c'est le changement climatique? C'est aussi des lectures qui ont été faites de cet animé. Mais bon, on n'a pas, je pense que c'est pas, en termes d'éco-poétique, ce serait compliqué. Mais en termes de représentation culturelle de la métamorphose, comme ça, que tout le monde connaît, qui deviennent la référence, je pense que c'est ça la force à la croisée des mondes aussi, que ça devienne une référence de tout le monde. Je sais pas ce que tu en penses. Je pense que c'est la force de ces séries de jeunesse qui font partie des premières grandes sagas, on peut le dire, quand on est jeune, et donc qui vont ancrer des motifs comme ça, qui peuvent faire écho à des motifs qui ont été croisés dans des contes de fées, des choses comme ça, mais qui les réinventent un peu quand même, et qui vont créer ces images très fortes, ce compagnonnage d'un enfant qui grandit avec cette forme de, on appelle ça démon, ça peut penser à une forme d'ange gardien aussi, parce qu'il y a cette notion de lien très fort de protection de ce petit personnage et la notion d'évolution, de passage à l'âge adulte qui est une grosse partie aussi de cette trilogie-là, qui est aussi une forme de roman d'apprentissage, développer tout ça. Je pense que c'est là-dedans aussi la force de la littérature jeunesse. C'est marrant qu'on n'y ait pas pensé avant, mais en fait, dans Harry Potter, il y a la métamorphose. Oui. Il y a plusieurs types de métamorphoses. Comment ça s'appelle les les animagus, c'est ça. Qui peuvent, mais c'est qu'une certaine partie de la population. Ensuite, il y a les loups-garous. Ensuite, il y a les choses qui servent à éloigner les détracteurs, là, comment ça s'appelle? Les patronus, voilà. Les patronus aussi, certains peuvent être pas fixés jusqu'à un certain âge, il me semble. Il y a en effet tout un tas de métamorphoses dans Harry Potter. Et ça rejoint ce que tu disais sur la question de le passage à l'adolescence, qui est
pas peut-être le sujet, enfin qui est quand même le sujet sous-jacent de la plupart de ces sagas, dans mon expérience. Peut-être pas de Tolkien, mais un peu. Mais en tout cas, où c'est la question de qu'est-ce qui se passe à mon corps. Je dois dire au revoir au monde de l'enfance, et pourtant je suis dans le monde dans lequel j'aimerais vivre. Enfin, je sais pas comment. Est-ce que question de l'adolescence. On est d'accord. On est d'accord que c'est l'âge de la métamorphose, un des âges de la métamorphose. Et l'autre question que je me posais, c'était, du coup, là on est en focalisation externe, interne, pardon, à la troisième personne sur le compagnon. Du coup, de manière interchangeable dans le récit, on passe comme ça de Lyra au compagnon. Comment est-ce que ça se passe du point de vue du récit? On est parfois vraiment du point de vue de l'un ou de l'autre, ou alors c'est général? Je l'ai vu il y a très longtemps. Ouais. Moi j'ai un vague souvenir où à un moment ils sont séparés très loin, mais pas assez loin pour qu'ils soient complètement annulés. Et on alterne entre la perspective de l'un et de l'autre. J'ai un souvenir de ça, mais j'ai lu ça il y a... Mais du coup, le récit... J'ai un souvenir d'un moment comme ça. Le récit marque pas, il liste la différence de perception et il parle de la même voix du compagnon et de l'enfant. Il faudrait regarder texte en main. Oui. Et puis c'est une traduction en plus. Mais dans le film, c'est un peu la conscience qui lui parle déjà sur l'épaule en mode c'est pas raisonnable de faire ça. Ouais, leurs sentiments sont pas identiques. On devait voir le démon est un peu plus peureux, peut-être plus raisonnable aussi que la petite fille qui est très aventureuse et commence à foncer des blessés. Ce que ça m'évoque en fait ces questions de compagnonnage, c'est que c'est peut-être un peu plus rassurant que la question de la métamorphose dans son corps propre. On externalise un peu la métamorphose. C'est ça, où elle est apprivoisée d'une certaine manière, où il y a la métamorphose domestique. Elle est socialisée, carrément, puisqu'elle devient un rapport entre deux. Certes, qui ne font instrumentalisé, qui sont différents. Enfin, ça pose la question de, c'est plus rassurant en fait quand ça te rentre pas dans la chair, mais dès que ça devient une métamorphose qui te travaille, qui change ton aspect ou ton corps, comme je sais pas, dans le règne animal récemment, d'un coup ça devient beaucoup plus problématique sur le plan des valeurs, du fait que ce soit tolérant ou pas, que ça devienne, comme ils disent en anglais, graphic, enfin que ça te fasse passer dans quelque chose d'horrible ou de terrifiant, je sais pas. Mais c'est plus inquiétant aussi d'avoir... Enfin, c'est plus inquiétant, je suis d'accord, dans l'imaginaire, mais ça fait quand même 2 corps à protéger. Enfin, dans ce truc, voilà, il y a une fragilité dans le fait que ce soit 2 êtres. Vous voulez faire un dernier texte? Peut-être qu'on peut finir sur les slogans, puisque c'est pas très bon. Vous voulez lire l'extrait Je peux dire 2 mots, l'extrait du texte chinois, et puis on finit sur les slogans. Ouais, je pense en 10 minutes, ça fait. Alors, je me suis dit, il fallait quand même mettre quelque chose qui vienne un peu vraiment de très loin. Enfin, on a déjà vu les Nawal, etc., ça vient de loin. Et là, je me suis dit, la Chine du XVIIIe siècle, on peut difficilement faire plus lointain. Et donc, les Chroniques de l'étrange, c'est un recueil de contes fantastiques. C'est le premier recueil de contes fantastiques chinois. Alors, contes, justement, j'ai dit contes, mais bon, c'est un peu compliqué, c'est contes, chroniques. Il y a plusieurs manières de traduire et les commentateurs s'étripent les uns les autres sur différentes manières de comprendre le terme chinois. Bon, c'est pas ça qui est intéressant, mais en gros, c'est la première fois que émerge dans la littérature chinoise, et pas seulement dans les légendes populaires transmises oralement, une figure qui est une figure que vous connaissez sûrement, de la femme ou de l'homme renard, susceptible de se transformer vraiment à sa guise dans un sens ou dans un autre. Et qui est une figure que je trouve extrêmement intéressante parce que dans la littérature chinoise et dans les légendes chinoises, elle est parfois négative, parfois positive, parfois complètement indifférente.
Ça veut dire, même si souvent dans les films qu'on peut voir aujourd'hui où on a ces figures-là, ça va être souvent la femme renarde séductrice et ça va être hyper négatif. Mais en fait, quand on regarde les textes de près, on a toute nature. Et par exemple, ici, c'est un renard masculin qui séduit une femme, mais qui est en fait a priori pas nécessairement négatif. Voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça a été écrit à une période de transition politique énorme, c'est-à-dire le passage de la dynastie Ming à la dynastie Qing, donc d'une dynastie Han à une dynastie Mandchoue, ce qui implique plein de changements linguistiques, culturels, etc. Et donc figer des textes comme ça à un moment, mettre en littérature des textes, des légendes populaires, des récits fantastiques qui traînent par-ci par-là, à un moment où linguistiquement, culturellement, il y a des transformations énormes en Chine, c'est aussi significatif. Et il me semble que ce texte, à ce niveau-là, est absolument très court, mais très... donc ça, c'est la chronique dans son intégralité, très spectaculaire. Donc, durant le règne de Shunzhi, parmi les gens de Tang, 7 sur 10 s'opposaient aux Mandchous et le gouvernement n'osait pas les capturer. Puisqu'ils craignaient de les toucher, les magistrats faisaient toujours peser la balance à l'avantage de ces rebelles, étant terrorisés à l'idée d'un soulèvement. Des plaignants prétendaient être des rebelles pour gagner leur procès et leurs adversaires les traitaient de menteurs. À chaque fois qu'il fallait juger une cause, il était alors nécessaire de déterminer à l'avance, parmi les deux parties, qui était un rebelle ou non, quelle plaie pour les greffiers. Un jour, un renard qui hantait la résidence d'un mandarin ensorcela sa fille. Son père engagea un magicien à gage qui réussit à capturer l'animal et à le mettre dans une bouteille. Au moment où le récipient allait être mis au feu, le renard s'écria « Je suis un rebelle !» ce qui fit éclater de rire toute l'assemblée. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est donc que ça se passe durant le règne de Shunzhi, qui est donc le premier empereur mandchou, et donc pile au moment où la légitimité des Mandchous est en train d'être... ils essaient de construire leur légitimité. Et justement, donc ici, il y a une espèce de parallèle entre un être dont la nature n'est pas certaine, un renard qui est susceptible de se métamorphoser en homme et vice-versa, et des rebelles qui s'opposent aux Mandchous. Donc on a un parallèle politique et animal, et métamorphique, que j'ai trouvé intéressant, et puis à une période auquel on n'aurait peut-être pas imaginé un tel parallèle. Je ne sais pas si vous imaginez ça dans la littérature chinoise du XVIIIe siècle. Et la réaction de l'Assemblée qui s'en fiche complètement et va le brûler quand même, en fait. Et alors, j'ai trouvé ça assez intéressant, assez drôle aussi. Ouais. Et voilà, je sais pas si... Moi, j'adore l'idée de le mettre en bouteille. Oui, voilà. Je sais pas, mais je trouve que ça, c'est vraiment le truc inattendu. Oui. Limite, je m'attendais à ce qu'il y ait un homme renard, mais je m'attendais pas à ce qu'on le mette dans une bouteille, quoi. C'est quasiment le côté, en fait, je sais pas trop est-ce que c'est la métamorphose là-dedans, mais c'est vrai que c'est un côté métamorphique. C'est le fait de pouvoir mettre un renard dans une bouteille. Pour le coup, un peu comme le génie là. Dans sa lampe. Dans sa lampe, quoi. En fait, ça apparaît de manière très logique. Oui, et le côté métamorphique. Oui, c'est vrai, c'est naturel, ça. C'est un magicien à gage, du coup, il sait ce qu'il fait. En fait, le côté métamorphique, ce que j'ai pas précisé, c'est qu'en fait, c'est la première fois où en littérature émerge donc une figure de femme renard ou d'homme renard, qui en fait apparaît dans plein de chroniques, dans plein de contes différents. Là, c'en est un exemple parmi d'autres. Et c'est souvent un personnage qui va mis aussi esprit. On trouve ça aussi, je crois, au Japon. Oui, au Japon, les renards, ouais. Kitsune, c'est ça. Le renard, oui, pareil, le renard. Truc qui se transforme et qui du coup peut être plus ou moins positif. Comment Oui, dans Naruto, le renard 9 queues. Mais c'est un démon dans Naruto. C'est souvent des démons. Mais bon. J'ai pas proposé de texte par rapport à ça parce que j'en ai pas trouvé. C'est un peu compliqué, mais au Japon, dans les créatures qui se transforment, t'en as plusieurs. Donc, du coup, des idées on va dire de créatures folkloriques ou mythologiques qui se métamorphosent. T'en as plein et qui ont du coup des attributions plus ou moins positives. Le renard, c'est plutôt, à ma connaissance, c'est plutôt négatif. Je crois que même il y a une pièce de Tanizaki qui s'appelle Le renard blanc, qui est assez, mais qui est, cette fois-ci parle des étrangers au Japon et de l'apparition funeste des renards. Justement. J'avais songé à suggérer un extrait ici, qui est un extrait de film qui est un film d'animation qui s'appelle Pompoko, qui est justement sur des tanuki. Les tanuki, c'est l'autre grande espèce transformatrice au Japon. En gros, c'est le nom un peu scientifique, c'est chien vivrain. C'est proche
techniquement c'est plus proche du chien, mais en fait ça ressemble à des ratons laveurs. Et en gros, c'est des créatures qui dans le folklore japonais se métamorphosent. Et du coup, là, le film raconte, en gros, ils vivent dans leur montagne et elle va être, toutes les forêts vont être rasées pour raison d'urbanisme. Et du coup, il y a tout cet enjeu de la métamorphose où en fait, la question politique de la métamorphose, etc. Ils ont différentes formes et il y a tout un passage en fait avec un renard où le renard justement, et en fait, lui se transforme en humain et il est très bien en humain et en fait, c'est le collabo en fait. C'est-à-dire qu'il a profité de l'ordre capitaliste, il s'est intégré dans la société humaine en se transformant en humain, etc. Alors que les tanuki, justement par rapport à cette image du folklore japonais, c'est un peu les idiots rondouillards qui font de leur mieux mais qui sont un peu bébêtes. Voilà. C'est quoi le film Pompoko. C'est des studios Ghibli. Ouais. Et moi, ce qui est un peu, je pense, l'articulation du texte qui fait connecter ces deux passages, c'est les rebelles que le gouvernement n'ose pas capturer et le renard qui provoque l'hilarité générale et qu'on peut capturer par la magie. Mais justement, par rapport à ça, tu parlais de la réaction finale, mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a plutôt un déni de métamorphose ici. Dans le sens où en fait, il se moque de lui parce que donc il n'accepte pas son affirmation je suis rebelle, c'est-à-dire il lui refuse d'entrer dans le monde des humains, j'ai l'impression. Et donc il lui dit bah non, tu es un renard, tu n'es pas un humain, malgré tous tes efforts de transformation, tu ne peux pas accéder à l'humanité. Et donc tu restes un renard, tu ne peux pas être rebelle. D'autant plus s'il est dans une bouteille. Ouais, d'autant plus qu'il est dans une bouteille. Il est enserré, sa nature est enserrée et peut plus. Merci pour cet extrait. Et Diane, tu voulais. Une ligne sur les slogans. Non, mais en fait, je crois que j'ai mis 2 slogans parce que ça m'intéressait de voir comment des métamorphoses, ou en tout cas des phrases éco-poétiques pouvaient intégrer le quotidien. Enfin, je ne sais pas si on peut parler de quotidien, mais est-ce que c'est des phrases que vous avez déjà entendues, voire qui sont un peu commercialisées sur des tote bags, Non, mais c'est vrai, il y a un peu de commercialisation. Mais c'est nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend. Et s'ils nous enterrent, ils perdront car nous sommes des graines. Donc des fois, il y a d'autres formes. Ça, c'est vraiment la forme, par exemple, que reprend Gaël Faye dans Des graines. Mais du coup, c'est intéressant de voir aussi comment il y a des métamorphoses, on va dire, qui peuvent passer dans le quotidien. Puis en fait, ces phrases se réintègrent dans du plus littéraire, on va dire, par exemple dans les paroles de chansons. J'avais pensé aussi, cette phrase on la trouve dans Gaël Faye, mais j'avais pensé à Arval aussi, Soulève-toi, je sais pas si ça vous parle, mais voilà, je pense que c'est un truc que j'aimerais bien approfondir. J'ai pas forcément eu l'occasion, mais je sais pas si ça vous évoque quelque chose. Et j'avais pris une phrase aussi de l'article du collectif Zazir pour une éco-poétique transculturelle, introduction. Je la lis rapidement, mais c'est le slogan des militantes et militants écologistes. Nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend, constitue une excellente charte éco-poétique dès lors qu'on considère la littérature comme une pratique de lieu. Nous sommes partie prenante et intégrante, comme une façon d'écrire ou de parler avec eux. L'éco-poétique est aussi une CH poétique qui se met à l'écoute des voix humaines et autres qu'humaines, des circulations entre écrit et oral. Cette écoute s'incarne dans des corps territoires individuels et collectifs. Donc en fait, voilà, avec les slogans, on retourne à une charte éco-poétique qu'on avait pu lancer en introduction. Moi, je trouve que c'est des phrases qui sont très belles, que des fois, on retrouve un peu dans des situations un peu incongrues, justement. Enfin, si elles sont commercialisées, mais voilà, je sais pas si ça vous évoque quelque chose pour le dernier mot. C'est la force politique de la métamorphose qui peut être revendiquée. Je sais pas si on peut dire que c'est l'idée qui est derrière, mais c'est l'articulation de ces phrases. Est-ce que c'est pas une manière aussi de unifier? Alors moi j'ai l'impression que probablement, par exemple dans la manière de communiquer les soulèvements à la terre ou des mouvements comme ça, il y a toujours une utilisation, enfin du coup j'ai plutôt une image des images en tête plutôt que des textes, mais l'utilisation des représentations animales qui sont souvent personnifiées, mais c'est pas vraiment je dirais pas que c'est de la métamorphose, mais il y a un peu de personnification quand même. Et j'ai l'impression que c'est une manière de, en quelque sorte, déshumaniser le mouvement et une manière de créer une sorte de collectif qui ne soit pas personnifié par une seule personne, mais qui au contraire soit un peu un mouvement de vague de fond latent. Enfin, je pense qu'il y a un peu de ça aussi.
à la fois créer une unité et à la fois créer du large. Quoi. Si, tout à fait. Merci Bah, beaucoup. merci beaucoup d'avoir suivi le séminaire. Merci à vous. Merci à vous.